Merci beaucoup Thomas. Et nous poursuivons cette émission spéciale avec ce soir des salves de missiles, que la République islamique d'Iran tire sur l'État d'Israël. Guillaume Roquette, c'est un moment extrêmement important puisque il y a un retour à la guerre qui était partiel et qui maintenant est beaucoup plus considérable avec le tir sur Israël qui a évidemment tout autre sens encore que les tirs sur Koweït ou les Émirats arabes unis. Oui, il est possible que ce soit un tournant dans ce conflit, une rupture avec ce qui était la tendance de ces dernières semaines, c'est-à-dire des discussions laborieuses, certes, et pour l'instant non conclusives entre les Américains et l'Iran, mais la logique était plutôt à l'apaisement. C'est la première fois depuis le cessez-le-feu, c'est-à-dire... Depuis 2 mois. Absolument. Qu'il y a depuis le cessez-le-feu, donc du 8 avril, qu'il y a des frappes sur Israël, et ce sont pas des frappes isolées. Toutes les écoles israéliennes seront fermées demain en raison de la menace. Les Israéliens font état de 2 salves. Alors tous les missiles, semble-t-il, en tout cas c'est ce que dit Israël, tous les missiles iraniens ont été interceptés, mais évidemment c'est un état d'esprit complètement différent qui maintenant prévaut, avec en particulier la réaction des Américains qui est attendue face à l'agression de leur principal allié, Israël. Résumons bien les dernières nouvelles. Gallagher Fenwick, vous êtes l'homme bionique. Je sais que vous avez dans une oreille, vous avez Trump qui parle à Fox News et en même temps vous suivez les dernières informations. Si on ramasse tout ce qu'on a pour l'instant, en tout cas, il y a des salles de missiles qui, en l'état d'après Israël, sont interceptées. Non, absolument, et Guillaume Roquette le disait à l'instant, les autorités israéliennes affirment avoir intercepté 100% des munitions en provenance de l'Iran. La plupart tirées vers le nord, certaines pourraient avoir été tirées en direction du centre, ça c'est pour la partie israélienne. Du côté iranien, on a des officiels qui expriment, et Thomas Misraki depuis Beyrouth le rappelait à l'instant, en expliquant que leur ligne rouge, c'est désormais le sud Liban et Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth. Donc c'est une manière pour le régime iranien, en allant vers l'escalade potentielle, de tester à la fois la sincérité de Donald Trump qui est en train de s'exprimer sur Fox News et qui enjoignait à l'instant les Iraniens de mettre fin à ces tirs. Donc il ne condamne pas, mais il leur dit en somme, et je résume la chose de manière un peu lapidaire, écoutez, vous avez tiré vos missiles, maintenant c'est terminé, revenons aux négociations. Il va même plus loin en disant qu'un accord pourrait être à portée de main d'ici lundi, mardi ou mercredi, dit-il. Alors on verra ce qu'il en est. Explication des images qu'on voit. Alors est-ce que ce sont des interceptions et sont les missiles à sous-munitions, puisqu'on se rappelle qu'il y avait beaucoup de missiles à sous-munitions qui ont été tirés lors des précédentes salves de l'Iran sur Israël. Sophia Amara. Oui, ce qu'on sait pour sûr, c'est que les Israéliens, l'armée israélienne, il y a une nouvelle déclaration qui assure que tous les missiles ont été interceptés, qu'en réalité il y aurait plus de 2 salves, apparemment même une 3e salve, mais il n'en demeure pas moins que tout a été intercepté, et on sent bien dans cette attaque, cette nouvelle attaque iranienne inédite depuis le cessez-le-feu, eh bien que le but n'était pas de faire mal, il n'y a aucune victime à déplorer. Enfin, ils essayent quand même. Mais en tout cas, c'était des représailles suite à l'attaque contre Beyrouth, le sud, la banlieue sud de Beyrouth. Nicolas Richoux, vous nous avez rejoint, général. On a besoin de vous pour l'aspect militaire ici. Les images qu'on voit ici, a priori, si vous voulez, est-ce que ce sont plutôt des interceptions ou est-ce que ce sont les missiles à sous-munitions que l'Iran a déjà tirés par le passé ? Moi, je vois quand même des interceptions là. Oui. Là, visiblement. Alors, je n'ai pas tout à fait suivi. J'étais dans le métro. Je suis arrivé le plus rapidement possible. Et je là, ce qu'on a sous les yeux, si ce sont des missiles, voilà. Moi, je vois quand même beaucoup d'interceptions dans ce qu'on voit là, comme ça. Mais c'est très difficile de dire de nuit. 4 tirs. Il s'agit de 4 tirs qui ont donc été tirés par la République islamique d'Iran de missiles, essentiellement sur le nord d'Israël. Donc les habitants étaient aux abris jusqu'à très récemment. Il y a eu plusieurs salves. Pour le moment, pas de blessés. Seulement 2 personnes qui ont été blessées parce qu'elles se sont blessées en allant vers un abri. Mais pour le moment, pas plus. Raphaël Jérusalemi, vous êtes avec nous. Le premier enseignement d'étape qu'on peut tirer, c'est que l'Iran a des missiles, toujours, et elle peut les tirer jusqu'en Israël, puisqu'ils font quand même la distance de l'Iran jusqu'à l'État d'Israël. Oui, et les tirer avec précision, car les tirs ont été concentrés sur le nord d'Israël. Israël, c'est tout petit, c'est 2 départements français. Donc, les Iraniens ont réussi à tirer à longue distance,
des missiles puissants, balistiques, vers une zone tout à fait spécifique au nord donc de la ville de Haïfa, c'est-à-dire en fait la Galilée. Et la plupart des tirs ont été interceptés, c'est vrai, mais se dirigeaient quand même vers le nord d'Israël et pas nécessairement vers le sud Liban, qui aurait pu être aussi impacté par ces tirs. Le grand point d'interrogation étant ce que les Américains vont autoriser à Benjamin Netanyahu ou non, je peux juste vous annoncer que Donald Trump va donner un coup de téléphone à Benjamin Netanyahu dans les minutes qui viennent pour lui intimer de ne pas riposter aux tirs iraniens. Donc il n'y a pas de feu vert de la Maison-Blanche, mais la question, le point d'interrogation demeure, est-ce que Benjamin Netanyahu va obéir ou non à cette injonction de Donald Trump? En tous les cas, la position de Donald Trump, de la Maison-Blanche, c'est ne ripostez pas. Il a d'ailleurs, Donald Trump dit aux gardiens de la Révolution et aux mollahs, c'est bien, vous avez tiré votre salve d'honneur, c'est bon, on est ex aequo et maintenant on peut retourner sereinement aux négociations, l'incident est clos. Ça c'est la version des escalades. Il y a l'autre version, pardon Raphaël, qui est la version escalade Reuters. Toutes les bases américaines dans la région seront considérées comme des cibles légitimes pour Téhéran si Israël attaque, puisqu'on comprend bien que le chantage que la République islamique veut instaurer, c'est ne touchez pas au Hezbollah. Évidemment, ne touchez pas à nous. Non, effectivement, et on a d'autres signaux qui vont dans votre sens ou dans le sens de ce que vous rapportiez à l'instant, Darius Rochebin. L'Irak annonce la fermeture de son espace aérien pour les 72 prochaines heures. La République islamique d'Iran annonce la fermeture de l'espace aérien dans l'ouest du pays. Mais, et Raphaël Jérusalem le disait à l'instant, Donald Trump vient d'être appelé par Barak Ravid d'Axios. Et Barak Ravid cite Donald Trump lui disant « Je m'apprête à appeler Netanyahou » en lui disant de ne pas cibler l'Iran. Donc c'est une manière pour, je crois, le régime iranien de faire deux choses. D'abord, de déplacer le barycentre de ce conflit, comme il l'avait déjà fait vers le détroit d'Ormuz. Maintenant, le barycentre, géographiquement parlant de ce conflit, il est dans la banlieue sud de Beyrouth, à Darrié. Et c'est aussi une manière pour lui de tester, ce régime islamique, la sincérité de Donald Trump dans sa démarche de médiation et de cheminement vers la paix, mais aussi sa capacité, et ça, Raphaël Jérusalem a mis le doigt dessus à l'instant, à restreindre et à interdire à Benyamin Netanyahou, dont l'espace aérien vient d'être violé par des munitions iraniennes, dont on ne connaît pas la nature, à sous-munitions quoi. C'est important de poser cette question parce qu'il y a une grammaire du missile. Donc selon le type de missile, vous ne réagissez pas nécessairement de la même manière. Donc tout, une fois de plus, est quand même... Il y a quand même, un degré de provocation. L'Iran sait très bien qu'ils ont tué, les Américains et les Israéliens ont tué leur chef suprême, ils ont tué je ne sais pas combien de centaines de dirigeants. Et visiblement, l'Iran n'a pas peur puisqu'elle s'attaque à Israël. C'est quand même un moment assez troublant. Il est clair que l'Iran se sent en position de force. C'est incroyable. D'un point de vue objectif, qui aurait dit, on est au 100e jour, un 100e jour de guerre, vous venez de dire l'Iran est là où on n'attendait pas. Oui, parce que l'Iran se considère suffisamment fort dans le bras de fer avec les Américains pour se livrer à cette véritable provocation, c'est-à-dire en plein cessez-le-feu, alors que celui-ci est respecté depuis 2 mois, comme le rappelait Aniva, de frapper Israël. Mais il n'y a plus de cessez-le-feu. Attendez, est-ce que je parle pas de vous interrompre, Guillaume? Je déteste vous interrompre. Mais là, il y en a vraiment plus. Là, avouons, parce qu'on dit cessez-le-feu. Là, quand on tire, oui, on peut appeler ça comme on veut, mais... Vous avez raison, mais quand même, il y a une gradation. Vous devenez plus oriental que Sophie Amara. Mais je ne peux pas discuter avec vous, Guillaume Roquette. Sophie Amara, vous a surpris. Vous êtes comme moi dans le bazar de Téhéran, là. Simplement, on vend ensemble des pistaches. Vous avez vu, dans le passé, les Iraniens utiliser des frappes symboliques. On l'a même vu parfois prévenir les cibles en disant, c'était en l'occurrence des bases américaines dans le Golfe, en disant attention, on va frapper. Et l'Iran, ce soir, parle d'avertissement. Parce que c'est pas la même chose de tirer quelques missiles et d'essayer de saturer la défense antiaérienne israélienne avec un tir massif. Vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il y a une gradation. Et ce soir, les Iraniens parlent d'avertissement. En revanche, ils disent, si Israël continue, on ne s'arrêtera pas là et il y aura, je les cite, une riposte plus large. Guillaume Roquette, vous venez de dire la suite, c'est-à-dire, est-ce qu'on imagine une seconde Benjamin Netanyahu qui dit « Ah oui, j'accepte l'avertissement, pardon, je vais reculer, je ne vais plus frapper le Hezbollah ». Non. Donald Trump, le président des États-Unis, l'appelle, lui dit « Je vous intime l'ordre de ne pas frapper l'Iran », mais derrière, Netanyahou demande « Qu'est-ce que j'ai en échange ?» Et c'est à cette réponse, à cette question que Donald Trump va devoir répondre. Et en cela, si vous voulez, je le redis,
la République islamique d'Iran déplace le barycentre. Netanyahou y a largement participé. Aujourd'hui, finalement, Thomas Misraki est en plein cœur du centre de ces enjeux. Ça se joue dans le sud Liban et dans la banlieue sud. Et écoutez, ce dialogue, puisqu'effectivement Trump n'est pas insensible tout à fait, même s'il va défendre Israël, évidemment, si Israël est attaqué de manière encore plus massive, mais il n'est pas insensible à l'argument, puisqu'il dit « j'aimerais qu'Israël frappe le Hezbollah, enfin frappe plutôt à Beyrouth de manière un peu plus chirurgicale ». C'est le mot qu'il utilise. J'aimerais voir le Liban avoir une meilleure vie. J'aimerais voir une attaque plus chirurgicale contre le Hezbollah. Je pense que cela devrait être plus chirurgical. Et nous pouvons les aider à ce sujet, ou alors nous pouvons recommander la Syrie. La Syrie fait un très bon travail pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Ils ont un leader qui a vraiment fait du bon travail en peu de temps, et il adorait aider. Voilà les déclarations de Trump à NBC. On entendra d'autres déclarations, notamment une séquence inouïe où il se lève de colère. Il plaque là la journaliste, mais ce qu'il est en train de dire quand même à Netanyahou, c'est essayer de modérer beaucoup. Oui, mais la question est de savoir si Netanyahou va le suivre et si justement, si Israël décidait d'attaquer l'Iran, est-ce que Donald Trump serait aux côtés d'Israël ? Ça, c'est la grande question. Mais finalement, là, les Iraniens, vous venez de le dire tout à l'heure, Darius, sont là où on ne les attend pas, et ce sont eux là qui, en tout cas aujourd'hui, maintenant, là, dans ces heures-là, mènent la danse, puisqu'ils ont réagi en envoyant ces missiles sur Israël, ils ont violé ce cessez-le-feu alors qu'ils le respectaient depuis 2 mois. Tout ce qui se passait, ça se passait dans le détroit d'Ormuz, et aujourd'hui, ils sèment la zizanie complètement entre les États-Unis et Israël. N'est-ce pas ce, justement, qu'ils ont envie de faire ? Est-ce qu'ils n'ont pas envie, justement, de provoquer les Israéliens à réagir pour se retrouver dans un face-à-face plus simple, qui est celui qu'ils désirent depuis longtemps ? La capacité de bombardement de l'Iran, on a sous les yeux, regardez, pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir, je rappelle cette information majeure, l'Iran ouvre le feu de façon très importante contre l'État d'Israël avec des salves de missiles. On n'a pas pour l'instant le chiffre exact, mais en tout cas 2 salves de missiles. Et ça rejoint les informations de CNN sur les stocks de drones et de missiles iraniens en général. Beaucoup pensaient que ce serait fini, que ça allait décroître. On disait beaucoup ça. Pas du tout. L'Iran a relancé sa production de drones durant le cessez-le-feu de 6 semaines, selon les sources du renseignement militaire américain qui sont citées par CNN. Ces sources indiquent que l'armée iranienne se reconstitue beaucoup plus vite que prévu initialement, et on l'a sous les yeux. Oui, absolument. De toute manière, je crois que c'est hier que Donald Trump a dit qu'ils avaient à peu près encore 21% de capacité. 22%. 22%. Oui, c'est ce qu'il c'était disait. tellement précis que c'était quasiment du Vladimir Il disait Poutine. même, je connais le nombre précisément, mais je ne vous donnerai pas de missiles que possède encore la République islamique d'Iran. Alors que les services de renseignement disent que les capacités iraniennes seraient entre 60 et 70. Alors la vérité peut-être entre les deux, mais elle est certainement pas à 21%. Alors là, ça reste, je suis un petit peu d'accord avec Guillaume Roquette, ça reste quand même des salves modérées. Et je pense qu'il y a 2 messages. La capacité d'établir une espèce de symétrie vis-à-vis des Américains dans la réponse et de dire, regardez, on fait un jeu égal dans le Golfe, mais en même temps, je crois aussi qu'il y a une forme de modération. Moi, je suis toujours frappé quand ils disent modéré, pardon. C'était dans le ciel de Paris. Mais oui, si vous voyez 2 salves de missiles arriver dans le ciel de Paris, si on vous était avez au bout raison. de 50 guerres... Bien sûr, tout le monde ne tire pas le feu d'artifice final qu'il pourrait, mais enfin, pardon, si on était dans le ciel de Paris, vous diriez pas, ah oui, ce modéré, c'est un petit signal qui nous envoie. Si c'était le premier missile dans le ciel de Paris, bien entendu, mais si on est premier ou deuxième ou cinquième. 3 ans de guerre avec l'Iran, où il y a eu des tas de missiles, qu'il y a eu des destructions dans Paris, si je voyais passer 3 missiles, on dirait c'est une petite réponse. Donc ça n'est pas actuellement la grande la montée aux extrêmes. Alors maintenant, il faut observer ce qui va se passer dans cette soirée. S'il y a des salves de 100, 200 missiles ou drones qui arrivent dans la nuit, on dira c'est quelque chose de véritablement important. Les dernières nouvelles en Israël, Dror Even Sapir, vous êtes sur place. On est frappé notamment des consignes qui sont données à la population, puisque très visiblement, le commandement militaire prend très au sérieux ces salves de missiles iraniennes. Oui, effectivement, 10 missiles tirés vers le nord d'Israël en soirée. Ils ont tous été interceptés par la défense
anti-aérienne. Il n'y a donc pas eu de blessés, mais effectivement, la situation est prise très au sérieux ici par l'état-major israélien. Demain, les établissements scolaires de tout le pays, quelle que soit la région d'Israël, resteront fermés. Et les Israéliens, c'est encore le cas au moment où je vous parle, sont appelés à rester à proximité des abris et des chambres sécurisées de leurs appartements, s'ils disposent d'espaces sécurisés chez eux. On redoute donc une escalade. L'état-major israélien et les dirigeants civils israéliens également promettent une riposte de grande ampleur, mais ça, c'est bien évidemment un mais qui a toute son importance. Donald Trump, lui, n'est pas de cet avis. Il a affirmé qu'il allait s'entretenir au téléphone avec Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas riposter à cette salve de missiles tirés vers le territoire israélien ce soir. Dror Ben-Sapir, est-ce que les gens sont descendus aux abris ? Ah oui, bien évidemment. En tout cas, dans le nord du pays, ils n'avaient pas le choix. Ils sont rodés, mais tout de même, après plusieurs semaines de calme relatif, brutalement, ce retour à une situation d'urgence a été bien évidemment mal vécu par les Israéliens du nord du pays essentiellement. Mais moi, par exemple, j'habite dans le centre. Eh bien, ici, tout le monde a préparé les espaces sécurisés en tirant les volets blindés lorsque les Israéliens disposent de ce genre d'équipement pour parer à toutes les éventualités. Donc oui, on se prépare à revivre ce que l'on a vécu ici il y a maintenant à peu près 2 mois. Les Israéliens, ils sont préparés, même si, bien évidemment, ils vivent assez mal ce retour à une situation d'urgence. Merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment plus tard dans l'émission. On est toujours avec Raphaël Jérusalemi. Nous serons dans quelques instants aussi à Téhéran. Les dates sont intéressantes. Des fois, Trump donne des dates un peu fantaisistes et parfois, il faut quand même suivre. Il avait dit « J'ai laissé 60 jours pour les négociations et les 60 jours précisément se terminaient ce soir ». Ça, c'est l'hypothèse d'une escalade où les Américains se diraient « Ah, puisque les Iraniens tirent, nous pouvons tirer aussi ». Mais ça, c'est l'hypothèse où tout cela est entre les mains de Donald Trump. Or, Barak Ravid donne davantage de détails sur le coup de fil qu'il vient d'avoir avec le président américain. Et je vous lis à l'instant les citations qu'il est en train de publier sur son compte. Alors, le missile iranien, dit-il, sans parler de salve, n'a touché personne. J'espère qu'Israël ne va pas répondre. Si Netanyahou attaque à son tour, alors cela va continuer de traîner pendant les 47 dernières années, voire comme pendant les 3000 années passées. Pardon, Gaël, qu'est-ce que ça veut dire, j'espère? Ça veut dire je donne ordre à Netanyahou de pas répondre? Justement, là, il y a un verbe qui est très différent. C'est-à-dire, il dit j'espère, alors que dans la première citation que Barak Ravid avait publiée, il dit, je cite, j'appelle Netanyahou tout de suite pour lui dire de ne pas attaquer l'Iran en réponse. Or là, qu'est-ce qu'il dit? Je poursuis. Nous sommes tout proches d'un accord avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Nous ne voulons pas que tout cela explose en plein vol à cause de ce qui se passe en ce moment. Et Trump de conclure, je vais appeler Bibi maintenant. Je vais lui dire de ne pas répondre. Les deux ont joué leur partie. Les Israéliens ont eu leur frappe, les Iraniens ont eu leur frappe. Est-ce qu'Israël peut se laisser comme ça piétiner Itamar Ben-Gvir? Alors c'est pas le plus modéré du gouvernement, c'est l'hyper extrémiste, raciste, même etc. Enfin, il est ministre. Il faut le dire. Oui. Dit, il faut brûler Téhéran ce soir. Il faut qu'il y ait une réplique très vive. Oui, mais il peut le dire. C'est pas parce qu'il le dit que ça sera suivi. Il est ministre. Hein. Il est ministre, mais enfin, il est pas majoritaire. Il y a énormément d'Israéliens qui ne pensent pas comme lui. Mais ce qui est important là, puisque la célérité avec laquelle Donald Trump a produit des SMS pour dire je vais appeler Bibi, je leur avais dit qu'il fallait répondre de façon limitée sur Beyrouth aujourd'hui, etc. Il fait savoir, en fait, il est exaspéré, Donald Trump, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a l'impression que ce qui se passe, ça va à l'encontre de ce qu'il est en train d'essayer de faire, puisque depuis des semaines, il est en train, à sa façon, d'essayer d'obtenir des négociations. Aidez-nous à... Des négociations, justement, en évitant l'escalade. Or là, l'escalade, elle vient du côté de la République islamique d'Iran. Donc là, il peut rien faire sur les Iraniens. Il peut essayer de tenir les Israéliens. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe, s'il vous plaît. C'est-à-dire, les missiles partent de l'Iran. C'est combien de kilomètres? C'est 2000 km. 2500 km. La distance, ça dépend d'où ils partent. Jusqu'au nord d'Israël. 2500, on va dire. Ça met quoi, une quinzaine de minutes? C'est à peu près cet ordre d'idée. Voilà. Est-ce que Israël peut se prémunir en 15 minutes absolument de l'arrivée de ces missiles? Oui, ils ont leur système à 3 couches, courte portée, moyenne portée et longue portée. Et si c'est des missiles, comme on a vu, qui sont véloces, qui sont hypersoniques, on les a vus capables de les détruire avec, je crois que
ça s'appelle la fronde de David, c'est-à-dire la couche supérieure qui tape à plusieurs centaines de kilomètres, avec des systèmes qui sont fournis par les Américains, qui sont des systèmes de détection avancés, c'est-à-dire qu'on les détecte dès le départ du coup, et donc on peut anticiper. Alors, à l'instant, on vient d'apprendre que le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Efi Defrin, a dit quelque chose qui va dans le sens d'une potentielle escalade. Je le cite, le régime terroriste iranien a commis une grave erreur. Nous sommes préparés à la possibilité de nouveaux tirs à notre encontre. Oui. Donc, c'est pas les militaires qui décident, ce sont les politiques. Voilà. Mais en Israël, c'est souvent la même chose. Hein, les militaires et les politiques. On proche les uns des autres. C'est quand même Donald Trump qui a les clés de la logistique, notamment en matière de bombardement, qui a les clés des F-15, des F-16, des F-35, des capacités de bombardement. S'il dit, il ordonne, et il l'a prouvé d'ailleurs pendant la guerre des 12 jours en juin 2025, s'il ordonne à Netanyahu de ne pas y aller, il n'ira pas. Et la guerre avec l'Iran, les bombardements se sont arrêtés le jour où Donald Trump l'a décidé. Quel est le degré d'imperméabilité ? On se rappelle que les Iraniens ont réussi à envoyer le quartier de Dimona, je ne sais pas si vous vous rappelez, les images d'une partie de la ville de Dimona, pas le centre nucléaire israélien, mais la ville juste à côté, détruite. Donc ils peuvent toucher. Détruite, c'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment d'habitation qui avait été effectivement touché. Et la valeur symbolique de cette frappe était colossale, puisque toute personne qui connaît le programme nucléaire israélien sait que ça rime avec Dimona, qui est la ville à côté de laquelle, donc pas dans laquelle, mais effectivement à proximité de laquelle, je crois une dizaine de kilomètres, 13 kilomètres, où sont les installations nucléaires israéliennes. Mais en fait, qui imagine une seconde qu'après ces tirs de missiles iraniens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne répondent pas militairement. Donc il va devoir répondre. La question c'est où, comment et avec quelle intensité. Et je pense qu'une grille de lecture supplémentaire par rapport aux commentaires de celui qui est ministre de l'Intérieur, Ben Gvir, Darius. Pardon, je vous interromps une seconde parce que regardez, Petar Tikva, on vient de recevoir l'image, c'est ce missile qui ce soir traverse le ciel au-dessus de Petar Tikva, et là on voit, alors ça a l'air d'aller pas très vite, mais j'imagine c'est quoi, ça va à quelle vitesse ça à peu près? Ça dépend quel missile c'est, ça peut aller à un hypersonique, ça peut aller à 10-12 000 km, mais si c'est des missiles normaux, ça va entre 800 et puis 3-4 000 km, ça dépend quel type de missile. Il y a quand même une force de symbole, on est au 100e jour, théoriquement, je sais pas, comment dire, la part du budget militaire iranien dans le PIB, c'est quoi? C'est 10 milliards à peu près, une dizaine de milliards, versus 1000 milliards, et on n'a pas réussi à casser les reins militairement d'Iran. Cette image veut dire ça. Oui, il y a une part de provocation chez les Iraniens avec ces tirs, une façon de dire « je n'ai peur de personne ». Une façon de dire aussi aux Américains « si vous voulez que cette guerre s'arrête, faites-le, mais faites-le à nos conditions ». Parce que nous sommes prêts à continuer la guerre, nous sommes prêts à frapper les Israéliens, et ça n'est pas parce que nous faisons des signes de bonne volonté en acceptant de façon informelle les discussions qu'on a renoncé à nos objectifs. Je vous rappelle que depuis le départ, les Iraniens disent il n'y aura pas d'accord pour mettre fin à cette guerre avec les Américains si les Israéliens continuent à bombarder le Liban. Or, officiellement, dans les éléments de langage iranien, ces tirs de missiles, ils sont la réponse à des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth. Il y a un côté nuque raide, vous savez, normalement c'est la parole biblique, enfin c'est la parole sur le peuple hébreu. Hein. On a la nuque raide, ça veut dire on se plie à rien. Hein. Et là, c'est les Iraniens qui peuvent dire on a un nuque raide parce qu'effectivement, ils ont sur le dos l'Iran, les États-Unis et Israël. Et pour l'instant, ils ne plient pas la nuque. Raphaël Jérusalemi, comme très impressionnant de voir que votre ennemi, là, est beaucoup plus résistant que vous-même, vous ne le pensiez. Oui, et surtout beaucoup plus déterminé ou entêté, ce qui est une bonne chose pour nous, parce que cet entêtement risque de lui coûter cher. Si les Iraniens étaient plus souples par rapport aux négociations avec les Américains, s'ils s'abstenaient d'établir un lien entre ce qui se passe entre Téhéran et Washington et ce qui se passe entre Beyrouth et Tel Aviv, ils pourraient probablement avoir une vie plus tranquille. Mais comme ils sont, comme on le voit ce soir, suffisamment fanatiques pour s'obstiner, ça pourrait être la possibilité pour Israël de frapper et de frapper très fort. Si jamais, car je n'en suis pas sûr, mais je peux vous... Alors, cessons de citer Monsieur Ben Gvir, qui est quand même un raciste et un extrémiste. C'est vrai qu'il est ministre, mais c'est quand même un sale type. Donc, c'est pas une référence. La référence, c'est le peuple israélien, qui lui est prêt
quand on parle de résilience et de possibilité de continuer le combat, je pense que c'est plutôt du côté israélien qu'il faut regarder à long terme dans le bras de fer opposé à l'Iran. Et Raphaël Jérusalemi, pardon de vous couper, Raphaël Jérusalemi, parce que si vous ne voulez pas de votre ministre Ben Gvir, en revanche, je ne pense pas que vous allez contester la parole de Tzahal, porte-parole de l'armée israélienne ce soir. Le régime islamique a commis une terrible erreur, ce qui est une manière de dire que l'armée israélienne devra répliquer. Alors à quel niveau on verra, mais elle va répliquer. Absolument. Alors, vous versez de l'eau à mon moulin, et justement, ce que vient de dire le porte-parole de l'armée est extrêmement important. C'est ce que j'allais dire, c'est que si frappe il y a, je pense qu'il y aura une frappe israélienne, elle sera extrêmement sévère. Oui. Il n'y aura pas un dosage comme les Iraniens ont voulu juste passer un avertissement ou je ne sais quoi. La frappe israélienne sera sévère, elle fera mal. Je pense aussi qu'il y a des cibles qui nous démangent et qu'il serait intéressant de pouvoir frapper cette nuit, quitte à se faire taper sur les doigts demain matin par Donald Trump, car je ne pense pas que Donald Trump coupera le robinet des munitions et de l'aide américaine à Israël. Il ne faut pas oublier que ça pourrait être aussi une façon de redémarrer le conflit en disant une fois de plus, ce sont les Israéliens qui nous y ont entraînés. Je voulais juste terminer en vous faisant remarquer à quel point les Iraniens sont malins. Ce sont eux qui ont ordonné au Hezbollah de continuer à tirer sur Israël, c'est-à-dire de ne pas respecter ces cessez-le-feu, car le Hezbollah ne fait rien sans l'ordre de Téhéran. Je vous rappelle qu'il s'agit d'environ 20 000 roquettes tirées durant ce cessez-le-feu vers le nord d'Israël. Et tout d'un coup, les Israéliens ripostent, et tout d'un coup, les Iraniens, et les Iraniens, en fin de compte, effectivement, mènent la danse, sauf si ce soir, Israël frappe et frappe fort, car Raphaël, la balle est maintenant dans le camp des Israéliens et non plus des Iraniens. C'est à nous de voir si nous allons frapper cette balle. Raphaël Jérusalemi, restez avec nous. Les choses vont très vite ce soir, puisque maintenant l'armée israélienne semble vouloir une opération de grande ampleur au Liban, ce qui est une manière de dire nous ne céderons pas du tout à la demande iranienne de modérer les choses. Vous êtes Thomas Misraki, notre envoyé spécial au Liban. C'est un développement extrêmement important sur la volonté israélienne de ne pas vouloir de désescalade pour l'instant. Non, et cette désescalade, elle n'a jamais eu lieu ici au Liban, y compris depuis le 17 avril et la proclamation, la mise en place de ce cessez-le-feu. Alors certes, le nord du pays a été en grande partie épargné par les Israéliens, mais dans le sud du pays, eh bien, ces combats ont continué chaque jour entre le Hezbollah et l'armée israélienne. L'armée israélienne qui a frappé fort encore aujourd'hui. Alors vous le savez évidemment, sur les quartiers sud de Beyrouth, 2 immeubles frappés, 2 morts, 11 blessés, mais aussi et surtout dans l'est du pays, dans la ville de Tyr également, les bombardements sont quasiment quotidiens. Tout le monde se demande ce soir comment les choses pourraient encore dégénérer davantage. Il y a 48 heures avec Morgan Pop, nous étions dans la commune de Bourges Callaway, qui est une commune qui se situe au sud du Liban, et je peux vous dire qu'on a passé une nuit comme ni lui ni moi n'avions jamais passé, tant les bombardements étaient intensifs. Ce soir, tout se joue donc indirectement ici. Savoir si les Israéliens vont continuer leur offensive, s'ils vont continuer de progresser au sol, parce qu'évidemment, ils le font depuis quelques jours maintenant. Leur offensive n'est plus seulement aérienne, elle est aussi terrestre. Jusqu'où vont-ils aller, et que peut faire encore le Hezbollah, qui reste extrêmement actif lui aussi. Une chose est sûre, tout ce qui s'est passé ces dernières minutes a commencé en quelque sorte lundi dernier, ici même. Souvenez-vous, les Israéliens voulaient frapper Beyrouth après des attaques du Hezbollah sur le nord d'Israël. C'est Donald Trump qui a pris son téléphone pour empêcher Benjamin Netanyahou de le faire, sous la pression iranienne qui avait clairement averti qu'il y aurait une riposte en cas de frappe israélienne ici à Beyrouth. Eh bien, il a fallu une semaine pour que tout cela se déroule. On verra maintenant, dans les minutes, dans les heures qui viennent peut-être, ce que décident de faire les Israéliens, mais aussi ce que leur permettra de faire le président américain. C'est une fois encore lui qui a les clés du camion. Merci beaucoup, merci Thomas. Et regardez les images que nous venons de recevoir. L'Iran est en train de pavoiser, l'Iran triomphalement, prétendument en tout cas, montre voilà ces images de propagande qui sont passées à la télévision iranienne. Aidez-nous à les comprendre, Sophia Amara. Fierté évidemment de leur point de vue de pouvoir toujours frapper dans le Golfe et pouvoir frapper Israël, et en tout cas viser Israël. Alors pour l'instant, à l'heure où nous parlons, tout a été intercepté, mais enfin ce sont des salves de missiles, et là, évidemment, l'Iran s'en fait gloire.
Oui, ils s'en enorgueillit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut revoir ce plan, cette image où on voit le texte au nom de Dieu. Alors, ils invoquent le Christ, Moïse, pour bien indiquer qu'ils n'ont aucun problème de religion, mais que c'est un combat souverainiste, nationaliste, et qu'ils ne font que se défendre à une agression qui a commencé le 28 février. C'est en tout cas leur discours. Évidemment qu'ils se sentent forts, parce que, comme disait tout à l'heure Guillaume Roquette, ils ont l'impression qu'ils ont gagné. Et en fait, ça ne vient pas finalement de la force des Iraniens, mais de la faiblesse des Américains dans ce conflit. Comment vous expliquez, cette espèce de bizarre syncrétisme? Effectivement, ils invoquent le Dieu, alors évidemment le leur, Allah, mais aussi le Christ et aussi Moïse. Mais bien sûr, mais ça on le méconnaît. Ils le font tout le temps. Mais en Iran, il y a des Juifs qui ont été au Parlement, il y a le nom de la Vierge Marie est sacré. Pour eux, ça n'est pas un problème politique. Alors c'est quand même une république islamique qui a tué une jeune fille pour un voile mal porté, mais il n'en demeure pas moins. Et qui tue les apostats. Comme d'ailleurs les Saoudiens et d'autres dans la région. Mahmoud Ahmadinejad avait même organisé un concours pour nier la Shoah. Donc, oui, exactement. Mahmoud Ahmadinejad, qui avait d'ailleurs été pressenti par Washington pour être peut-être le remplaçant à la tête du nouveau pouvoir. Donc tout le monde fait un peu n'importe quoi dans ce conflit, mais effectivement, la puissance iranienne, elle est en réalité, elle est surtout l'expression de la faiblesse des Américains dans ce conflit, puisqu'ils n'ont pas eu de force de conviction de dissuasion suffisante pour faire plier Téhéran. Aidez-nous vraiment à comprendre d'abord la situation militaire. Je reviens à ça, et encore une fois, si vous nous rejoignez, donc là, l'Iran est en train de tirer sur Israël, tirer aussi, on y reviendra plus tard, sur le Koweït. Il y a un certain nombre d'actions qui sont visées, qui sont organisées contre les bases américaines. Mais il y a un côté gifle aux Américains. Théoriquement, les Américains devraient protéger tout ce ciel. Alors oui, et puis on sait très bien que toute la péninsule arabique, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et jusqu'à la Méditerranée, Israël, jusqu'au Golfe, au détroit d'Ormuz, jusqu'au Golfe Persique, devrait être protégé parce qu'il y a 10 ou 15 bases américaines qui sont là. Et donc on sait très bien que l'immensité seule de cet territoire à défendre fait que c'est absolument impossible. Ce qui est intéressant là, c'est que d'un point de vue militaire, les Iraniens imposent leur volonté, donc c'est eux qui ont la liberté d'action. Et ils forcent les autres à être en réaction. Et à l'instant, en réaction, on subit. Voilà. Et ils sont en train de subir. Donc, passons immédiatement par Téhéran, puisque vous êtes en direct. C'est évidemment très précieux. Surtout maintenant, Siavosh Ghazi, je crois qu'il est 2h30 de plus à Téhéran. C'est bien ça qu'à Paris? Non. 1h30. Voilà, 1h30, pardon. Et là, on vous voit dans la rue, à Téhéran, et on voit bien que le régime, évidemment, se fait gloire de pouvoir comme ça tirer jusqu'en Israël. Oui, bien sûr. Et puis en plus, il y a eu des scènes de liesse. Moi, je me retrouve là, sur la place de Tajik, qui est dans le nord de Téhéran, non loin du petit bazar, qui est situé dans le nord de Téhéran. On a vu passer des missiles dans le ciel, et puis là, à ce moment-là, il y a eu des cris de joie de la population, des gens qui sont rassemblés depuis maintenant 95 jours, tous les soirs, jusqu'à 2h, 3h du matin, et donc qui lançaient des slogans, notamment par exemple, frère, porte le dernier coup, le coup fatal, nous selon la rue, frappe l'ennemi et donne le coup fatal à Israël. Donc très revanchards, demandant que l'Iran intervienne contre Israël. Et selon le communiqué des gardiens de la révolution, 4 vagues de missiles ont été lancées contre Israël, notamment contre la base aérienne de Ramat David, qui se trouve à 20 km au sud de Haïfa, d'où est parti, selon Téhéran, les frappes contre la banlieue sud de Beyrouth cet après-midi. Et donc c'est pour ça que cette base a été visée, tout comme d'autres villes israéliennes. Donc 4 vagues de missiles. La dernière, lors de la dernière, il y avait, selon les gardiens de la révolution, 10 missiles balistiques qui ont été lancés. Et donc une manière pour Téhéran de montrer que ce qu'on appelle le front uni de la résistance est uni, et donc l'Iran vient apporter son aide au Hezbollah, et puis une mise en garde à la fois à Israël mais aussi aux Américains. Si jamais Israël frappe l'Iran, la riposte sera encore plus dure. Et si les États-Unis entrent dans la guerre, il y aura donc des frappes contre les bases américaines. Siavosh Ghazi, expliquez-nous bien la scène autour de vous, s'il vous plaît. Donc derrière vous, donc c'est la foule qui est là dans cette manifestation organisée par le régime, d'après ce que je comprends. Et vous dites, on a vu les missiles, c'est-à-dire on a baladé des missiles sous des chars, ou vous les voyez dans le ciel?
Non, dans le ciel. C'est-à-dire que quand les missiles sont passés dans le ciel de Téhéran, donc venant de l'est de Téhéran, donc là il y a des bases des gardiens de la révolution, des bases de lancement des missiles, et donc qui ont allé. Il y a eu des scènes de joie, des cris de joie qu'on a entendu, des scènes de liesse sur cette place de riche, mais aussi ailleurs dans différentes villes du pays, selon les images de la télévision. Mais Siavosh Ghazi, pardon, vous dites que cette foule se rassemble tous les jours, tous les soirs, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, depuis le début de cette guerre. Est-ce que ce que vous avez ressenti ce soir, ce que vous avez vu ce soir, ce dont vous avez été témoin ce soir, notamment de ces missiles qui passaient, montrait qu'il y avait une joie plus grande ce soir par rapport au soir précédent où il ne se passait rien? Oui, bien sûr, parce que depuis plusieurs jours, on entendait des slogans de ces foules qui se rassemblent, qui restent jusqu'à 2h, 3h du matin depuis 95 jours dans la rue, qui demandaient que l'Iran intervienne en aide au Hezbollah, aux populations chiites au Liban. Et donc, lorsqu'on a vu passer ces missiles, il y a eu des scènes de liesse. Le pouvoir a répondu à cet appel qui venait des places de Téhéran, mais aussi d'autres villes du pays. Siavosh Ghazi, qui sont les... Alors on voit pas peu de femmes dévoilées, hein. Évidemment. Là, on est j'imagine que c'est plutôt le régime dans ce qu'il a, c'est les soutiens du régime. Les femmes sont évidemment très 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 voilées, hein, tout autour de vous derrière. J'imagine que c'est beaucoup familles, gardiens de la révolution, c'est ce milieu-là. Non, pas forcément. Ça dépend des quartiers. Il y a beaucoup de femmes non voilées qui participent aussi à ces manifestations. Il y a vraiment un sentiment de nationalisme qu'on ressent. Les destructions des infrastructures civiles, des déclarations haineuses du président Trump ont beaucoup choqué beaucoup d'Iraniens, même parmi ceux qui sont hostiles au régime et donc qui viennent participer à ces manifestations nocturnes. Et puis dans quelques jours, il y aura d'ici vers le 15 juin, entre le 15 et le 20 juin, les obsèques de l'Ayatollah Ali Khamenei qui seront organisées à Téhéran. Donc les responsables de la mairie de Téhéran ont affirmé qu'ils attendaient une population de plus de 15 à 20 millions de personnes dans Téhéran avant que le corps ne soit emmené à Qom, dans la ville sainte de Qom, avant d'être envoyé à Machhad pour être enterré au mausolée de l'imam Reza. Siavosh Ghazi, à Machhad. Il y a encore une question. Guillaume Roquette veut aussi vous poser une question. Vous voyez, tout le monde vous poser des questions, Siavosh Ghazi. Alors, oui, parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris. Vous nous dites que les femmes peuvent se déplacer dans Téhéran sans être voilées. Bah oui. Ça c'est la grande révolution depuis de la fin de la guerre, depuis le cessez-le-feu. On voit des femmes faire de la moto, se balader en chemise aux manches courtes, sans manches, en jupe, en short même dans certains quartiers. C'est un changement total auquel on assiste depuis la fin de la guerre. Dans Téhéran, mais aussi dans les villes de province, dans les petits villages où je me suis rendu ces dernières semaines. Merci. C'est une totale révolution dans le sens inverse. Merci beaucoup Siavosh Ghazi, merci beaucoup. Regardez les images auxquelles faisait allusion Siavosh Ghazi. On voit effectivement les missiles dans le ciel de Téhéran. Et en les regardant, commentaire aussi de ce qu'il disait, est-ce qu'il est possible en effet que le régime essaye de lâcher du lest à l'intérieur? Alors on sait qu'il réprime très durement, il pend, hein. C'est un régime de sang qui pend beaucoup de gens. Je crois qu'il y a 1000 pendaisons par an. Voilà, c'est évidemment un des pires avec la Chine. Voilà. Il faut rappeler d'ailleurs dans toute la région, l'Arabie Saoudite pend aussi beaucoup. Enfin, tous ces régimes de ce point de vue-là sont d'une certaine barbarie. Mais là, effectivement, est-ce qu'il est possible qu'il relâche un peu la pression, d'après vous, Sophia Amara? Tout à fait, on l'a vu. Il y a un reportage de Siavosh Ghazi que j'ai pu voir, où on voyait les gens vraiment dans les cafés et les filles non voilées. Ça ne veut pas dire que ce régime a adopté définitivement la démocratie, et la population iranienne n'est pas à l'abri, une fois que les canons se seront tus, de voir ce régime reprendre ses vieilles habitudes et de s'en prendre à sa population pour des raisons soit de liberté d'expression,
ou de liberté de mœurs. Ce que moi je voudrais ajouter, c'est que évidemment ces tirs de joie, et moi alors on n'a pas précisé exactement s'il s'agissait d'une population pro-régime ou simplement il s'agit là d'un effet drapeau. Par contre, côté libanais, puisqu'ils sont un peu au milieu, quoi. Donc effectivement, ce que les Libans craignent, c'est que en frappant Israël, Israël frappe le Liban si elle n'a pas le feu vert pour aller frapper Téhéran. Donc c'est vraiment une crainte ce soir. Mais est-ce qu'on ne peut pas y dire que le fait que ce soit plutôt les passedarans aujourd'hui qui détiennent les clés du régime, qu'ils sont responsables de cette pseudo-ouverture ou peut-être ouverture temporaire par rapport au régime des Mollahs qui était beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'on sent une évolution du centre de gravité. On reviendra au régime, mais j'aimerais vraiment restons un instant, 22h50, si vous nous rejoignez encore une fois, l'Iran, la République islamique d'Iran qui ouvre le feu sur l'État d'Israël, c'est un cap extrêmement important dans la reprise guerrière. Général Richoux, où peuvent-ils cacher les missiles ? Ils ont reçu 20 000 bombardements américains et israéliens. Ils peuvent pas à peu près, parce qu'ils ont un pays d'1 800 000 km². Et quand vous disposez, imaginez qu'ils aient 500 lanceurs, je n'en sais rien. En fait, personne n'en sait rien. Ils sont dispersés dans un pays qui va, ça a été rappelé, de Dunkerque à Istanbul. Et donc, imaginez les dizaines ou les centaines, les milliers d'endroits ou de caches ou bien de tunnels dans lesquels ils peuvent être dispersés et cachés. Donc, c'est très très compliqué à cibler. Ce qui est très intéressant, c'est que Téhéran est très au nord. Et donc, ça veut dire s'ils les voient passer, ça veut dire qu'ils sont tirés peut-être des montagnes qui sont encore au nord, etc. Et parce qu'il faut déjà pratiquement 1000 km pour atteindre le golfe Persique. Donc, vous voyez, ils sont tirés non pas de la frontière, mais pardon, comment est-ce possible ? Comment on vivait dans l'idée que les Américains voient tout ce qu'il y a sur Terre ? On nous dit toujours, si vous mettez votre appareil portable là, les Américains le voient, les satellites le voient, vous le déplacez de là, ils le savent. Et là, on nous dit, ils ne peuvent pas voir les sites de missiles d'où partent les missiles qui sont en train d'arriver sur Israël. C'est-à-dire qu'on peut peut-être les voir, mais les cibles, quand ils sortent leur lanceur et ils les rentrent, ils n'ont pas le temps de faire un tir de contre-batterie. C'est aussi simple que ça, et ça disparaît. Et donc, ils ne peuvent pas surveiller quand même la Terre entière à 100% en permanence, malgré leurs moyens hyper développés. Donc, et puis ensuite, même lorsque vous avez fait du ciblage et que vous savez à peu près où sont les principaux bases de lancement, il faut être capable de cibler tout ça. Ça peut être des centaines de cibles différentes qui peuvent se déplacer, qui peuvent ne plus être le lendemain où elles étaient la veille, et donc tout ça, eh bien, ça produit le brouillard de la guerre et le fait qu'ils n'arrivent pas à les éradiquer. Mais et puis, effectivement, et ce qui rend impossible le contre-feu, c'est d'abord que soit vous avez des villes souterraines qui sont dans la roche cachées. Donc comment vous faites pour répondre ? Une fois qu'ils ont ouvert, tiré et qu'ils se sont repliés, vous ne pouvez pas. Et quand ils sont portés sur des camions, là encore, c'est des lanceurs mobiles. Et qui dit lanceur mobile dit quasi-impossibilité de riposter. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces frappes iraniennes sur Israël mettent totalement à mal le discours de Donald Trump expliquant que il est temps maintenant de négocier avec les Iraniens parce que la menace militaire de ce pays a été durement frappée. Vous vous souvenez de la fierté avec laquelle Trump énumérait le nombre de missiles qu'il avait mis hors d'état de nuire. Et quand on voit ce qui se passe depuis quelques heures, on s'aperçoit que ce discours, il n'est pas vrai. 2, il sera totalement inopérant auprès de l'opinion publique américaine qui voit bien que la menace, elle est plus réelle que jamais, en particulier sur les alliés israéliens de l'Amérique. Écoutez, les choses avancent minute par minute, puisque la télévision, donc je rappelle, en Israël, ils sont en train d'intercepter, ou ils ont intercepté un certain nombre de missiles, et pendant ce temps, écoutez la télévision d'État iranienne où on annonce les tirs et les salves. Malgré les avertissements répétés de la République islamique d'Iran, le régime sioniste coupable de meurtre d'enfants a franchi toutes les lignes rouges et intensifié ses attaques dans le sud du Liban, prenant pour cible la banlieue de Beyrouth. Nous avions déjà prévenu que si les crimes commis dans la banlieue de Beyrouth s'étendaient, nous attaquerions des cibles dans les territoires occupés. L'armée sioniste doit mettre fin à ses attaques contre le sud du Liban et ses environs. Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira des revers encore plus cuisants. Et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses soutiens. Séquence incroyable. L'Iran se pose encore en puissance régionale. Elle dit, mais ce qui se passe au Liban,
nous concerne aussi. Nous pouvons dicter ce qui se passe au Liban. Je vais vous citer très rapidement une phrase de Georges Nakache qui disait, très grand journaliste libanais, qui il y a 100 ans, à peu près 100 ans, disait « Le Liban n'est pas un pays qui a des problèmes, c'est un problème qui est devenu un pays ». Le Liban, pendant très longtemps, et il l'est toujours aujourd'hui, et on le voit, et c'est terrible d'entendre cet homme soi-disant défendre le Liban pendant toutes les guerres que le Liban a subies au nom de l'Iran. Les Iraniens étaient tranquillement assis à Téhéran et disaient « résister », pendant que les Libanais étaient utilisés comme de la chair à canon. 96, 2006, ils ont toujours... Là, parce que sa survie est en jeu, on voit ce que l'on voit aujourd'hui. Le Liban a été une boîte aux lettres et les gens s'envoyaient des courriers. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que lundi, ça a commencé. Les Israéliens ont frappé la banlieue sud du Liban, ce qu'ils font toujours, c'est carrément une promenade pour eux. Et évidemment, je reste très respectueuse des populations qui sont sous les bombes, mais pour eux, ils considèrent ça comme une promenade. Et même les Libanais disent « Ah, ils ont tiré, bon, allez, on y va. C'est fini, on sort, on peut continuer à vivre. » Donc aujourd'hui, ils ont tiré. On sent que les Israéliens ont envie de reprendre la guerre, parce qu'ils n'ont pas confiance en Donald Trump. Donc c'est eux qui ont tiré. Et puis les Iraniens ont riposté. Eux aussi, ils ont un message à faire passer sur le territoire libanais, qui se retrouve à nouveau caisse de résonance de ces conflits. C'est de dire aux Américains, le Hezbollah est à nous, et nous voulons que vous ne sépariez pas le Hezbollah des négociations, parce qu'ils veulent garder cette arme en tant que proxy. Allons tout de suite à la réponse d'Israël. Vous y êtes, Dror Even-Sapir. On vient d'entendre la télévision d'État iranienne qui dit nous voulons faire imposer à Israël d'arrêter ses opérations au Liban. Quelle est la réponse d'Israël ? Écoutez, pour l'instant, la réponse d'Israël se veut ferme. Le porte-parole de l'armée a affirmé que non seulement le pays s'est préparé à une nouvelle salve éventuelle de missiles iraniens vers le territoire israélien, mais que l'Iran, le régime iranien, avait commis une grave erreur. En clair, ça veut dire que Israël entend riposter. Le problème, et ça fait couler beaucoup d'encre, en tout cas sur les réseaux sociaux ici en Israël, c'est que Donald Trump a été très clair dans sa conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou, qui s'est tenue il y a quelques minutes à peine. Eh bien, le président américain a demandé au premier ministre israélien de ne pas riposter. Et toute la question est de savoir si oui ou non Benjamin Netanyahou va obtempérer. Je rappelle que dans quelques mois, il y a des élections législatives cruciales pour Israël et pour Benjamin Netanyahou également. Ces considérations pèsent de tout leur poids. En fait, la République islamique d'Iran, elle défie militairement, on vient de le voir avec ses missiles, Israël, et elle pose un problème également plus que militaire à Israël, parce que Israël est face à un dilemme. Si Israël réagit, la question qu'on se pose tous ce soir, et si cette réponse sera mesurée ou pas mesurée, en tout cas si Israël réagit militairement, Israël sera accusé par les États-Unis de rompre de tout ce qui était en cours, toutes les négociations en cours. Mais si Israël ne réagit pas, eh bien ça va provoquer également un problème, parce que Israël sera considéré comme le faible. On est tout de même au Moyen-Orient. Si Israël est censé répondre parce qu'Israël est attaqué, et ça posera un problème également à Benjamin Netanyahou. Ça sera un coup très fort porté à Benjamin Netanyahou politiquement, puisqu'il est face à des élections très rapidement. Donc il joue très finement les Iraniens ce soir, militairement, en attaquant militairement et en provoquant ce dilemme côté israélien. On reviendra dans quelques instants au tir de missiles, puisque je vous rappelle donc salve de missiles iraniens sur Israël. Trump est-il en situation délicate, en situation difficile, il aimerait faire changer le cours de la politique israélienne, changer le cours des Iraniens. Personne n'a l'air de beaucoup lui obéir. Et regardez, Guillaume Roquette aussi, Trump qui visiblement est très énervé. Il s'est énervé, il a passé ses nerfs en quelque sorte sur une journaliste de NBC. L'interview se passe très mal. Alors, il s'agit des élections, mais là, ça se passe vraiment très très mal, au point qu'il va se lever et partir. Écoutez bien. Press is crooked, and meet the press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's well, you play right into their hands. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. You have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk your about elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked networks. Right? Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A country can never be great with a dishonest press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. S'il est irrité à ce point-là maintenant, c'est effectivement que les temps sont un peu difficiles, Guillaume Roquette, pour lui. Oui, ils sont difficiles parce que il y a les échéances qui arrivent, il y a la Coupe du Monde de football, il y a les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent à l'automne, et Donald... Pardon ? Son anniversaire. Son anniversaire, mais oui, c'est parce que... Ah, mais ça, c'est positif, ça. Voilà. Gallagher ne manquera sûrement pas de le répéter. MMA à la Maison-Blanche. Et il y a effectivement un Trump qui est en difficulté, mais un Trump qui continue à vouloir jouer avec ses propres règles. C'est-à-dire que il est dans une interview classique avec la journaliste, les questions ne lui plaisent pas, il renverse la table. C'est-à-dire que il a beau être affaibli par ce qui se passe en Iran, il n'en a pas moins gardé sa pugnacité et il sait que auprès d'une partie de son électorat, utiliser comme ça les journalistes comme des punching balls, c'est assez rentable parce que surtout les journalistes des grandes chaînes de télévision qui sont supposés être mainstream, voire progressistes, contrairement à Fox News, sa chaîne préférée, eh bien là, il sait que il se tire d'un mauvais pas. Évidemment, c'est choquant quand on regarde ça, nous, avec nos yeux d'Européens bien élevés, mais pour Trump, ça ne le gêne pas. Vous, ça vous fait plaisir un peu ? Non, ça me fait pas plaisir parce que je préfère toujours qu'on riposte avec des arguments. La pression qu'il a sur le dos, il faut l'imaginer. Il a des raisons de s'énerver, à part ça, enfin en tout cas des causes, parce que là, il doit se dire, il faut que j'appelle Netanyahou, il faut que j'essaye de calmer Netanyahou. D'ailleurs, ils sont en train de se parler maintenant. Oui. D'après les chaînes de télévision israéliennes, le coup de fil a lieu en ce moment. On ne sait pas s'il arrive à parler à Mojtaba, peut-être par des messages. Mojtaba caché quelque part dans un bunker. Non, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il fallait rester réaliste quand il y a eu cet appel du pied de Donald Trump pour une rencontre. Une éventuelle rencontre avec le nouveau guide suprême. C'est une énorme poids sur le dos. Et le dernier développement, donc, ce sont des salves de missiles sur Israël. Vous êtes avec nous, Michel Polaco. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, Michel. Entrons vraiment dans le détail de ce qui est en train de se passer. Des salves de missiles de la République islamique sur Téhéran. Regardez, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'image qu'on voit là ? C'est un des missiles et on verra après les interceptions. Vous voulez dire sur Israël ? Sur Israël, pardon. Oui. Oui, vous avez vu, d'abord, ils ont tous été interceptés, apparemment. Et deuxièmement, ça ressemble pas aux salves qu'on a connues il y a 100 jours. Ouais. C'est-à-dire que c'est des tirs qui sont quand même relativement isolés et qui, à mon avis, montrent justement que quand les Iraniens voulaient montrer leur force de frappe il y a 100 jours, ils étaient capables de tirer 50 ou 100 missiles balistiques le même jour, qu'aujourd'hui, ils en tirent quelques-uns. Et encore, c'est pas tous les jours. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils viennent soutenir leur proxy. C'est vrai qu'ils arrivent à durer d'une manière assez brillante. C'est vrai que les prévisions américaines n'ont pas été avérées. Sans doute que bien des estimations étaient fausses. Mais c'est vrai aussi que les opérations durent et que, comme je vous le dis depuis des semaines, faut pas compter avec le temps, puisque le temps, Trump manifestement en a, les Israéliens aussi, et donc ils font durer et ils se disent qu'ils jouent l'épuisement et le crépuscule des frappes, si on peut dire. Aidez-nous à comprendre exactement ce qu'on voit à l'image. Il y a cette image-là où on voit... Alors ça, c'est le missile qui arrive, c'est ça ? C'est pas le missile. Le missile, quand il est tiré, il monte très haut et il se détache de ses têtes, de sa charge. Donc le missile, il existe à peine pendant 3-4 minutes. Et ensuite, ce sont les têtes qui retombent. Évidemment, comme elles traversent l'atmosphère, elles sont très 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 chaudes. Donc elles sont la nuit, on les voit toutes rouges. Et puis ensuite, alors il y a aussi les missiles antimissiles qu'on voit peut-être opérer. Donc là, je sais pas faire le tri. Ça veut dire que là, l'Iran a une capacité de tir encore qui est en partie intacte. Trump dit 22%, mais enfin, intact, c'est à la louche. Non. Si. Intact, non. Le terme intact, à mon avis, ne correspond pas. Si elle était intacte, ils auraient tiré 300 missiles et ils auraient donné une grosse fessée pour montrer qu'ils avaient une capacité de frappe énorme. Bon, là, c'est pas du tout intact. Ils ont une capacité indiscutable, mais ils ont une capacité qui est quand même manifestement assez réduite et fortement amoindrie par rapport à ce qu'on a vu au début des opérations. Alors, Michel, votre ami le général Richaud a une analyse légèrement différente. Non, mais alors... c'est assez souvent. Bonjour Michel Polaco, oui, non, en toute amitié. Non, je pense que ils ont une capacité restreinte par rapport à il y a quelque temps, bien sûr, mais une capacité réduite
résiduelle qui est importante, mais en matière de tir, il y a 2 solutions. Soit ils ont des capacités résiduelles qu'on voit là et qui sont très très médiocres, c'est ce que vous avez l'air de dire, et moi je pense que quand on fait ces tirs-là, c'est en fonction de l'effet final recherché politique. Dans tous les cas de figure, vous avez raison. Si on veut faire un tir d'avertissement, on balance pas toute la purée avec 300 missiles, simplement on montre sa détermination et sa force. Et ça, on n'est pas capable de répondre à cette question. Ouais. Vous avez raison, mais en fait, je pense qu'ils en tirent peu parce qu'ils n'ont plus beaucoup de stock. Donc, de toute façon, ils n'ont pas la possibilité de faire des frappes massives. Et comme leur but, c'est de durer et d'épuiser les Américains, parce que les deux essayent d'épuiser l'adversaire, effectivement, on voit des frappes qui sont quand même très réduites en montant. On a eu des journées où il y a eu 200, 300, 400, 500 tirs de drones, de missiles par les Iraniens. Bon, aujourd'hui, on est très très loin de tout ça. Oui, mais Michel Polaco, il y a aussi la possibilité que ça soit une stratégie politique de la part de la République islamique d'Iran. Et je crois que c'est justement ce que c'est, puisqu'ils n'ont rien tiré sur Israël depuis 2 mois, depuis le début de ce cessez-le-feu. Et là, ils tirent de façon mesurée, militairement parlant. Et c'est sans doute un choix de leur part. Correspondant m'écrit. C'est certainement une stratégie, mais en même temps, je pense aussi que c'est une stratégie qui est liée à la capacité. Et qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de faire du massif, brutal et immédiat, ils ont plus beaucoup de matière, plus beaucoup de matériel, plus beaucoup d'armes, et donc ils les dispersent pour prendre du temps, parce qu'ils savent que pendant ce temps-là, les radios, les télévisions, la presse, etc., la politique dans le monde, tout ça, ça devient de plus en plus défavorable aux Américains et aux Israéliens. Votre discussion, Michel, est très intéressante. Vraiment, c'est pas du tout pour vous opposer artificiellement. C'est très intéressant parce que tout l'enjeu est là. Hein. J'ai un ami moi, je suis un inculte militaire, mais qui a versé la chose militaire, qui rappelle l'Iran avait envoyé une salve de 160 missiles sur Israël quand Israël avait tué Nasrallah à Beyrouth. C'est autre chose. Oui, donc, évidemment, les moyens étaient différents. Alors, est-ce qu'ils calculent différemment ou est-ce que les moyens ont changé? Oui, c'est la question. C'est toute la question. Il faut reconnaître à Michel Polaco une vraie constance, parce que ça fait des semaines qu'il nous dit, regardez, les Iraniens frappent de moins en moins, y compris les pays du Golfe, parce que ils ont de moins en moins de missiles. Donc il est possible que nécessité fasse loi. Je pense quand même qu'il y a une idée de riposte graduée. Vous faisiez allusion à ces 150 missiles tirés. Ils avaient provoqué une réaction dans toute la région, y compris d'ailleurs des Français qui avaient participé depuis de mémoire leurs installations militaires en Jordanie à intercepter des missiles iraniens. Donc si les Iraniens décident de frapper de façon beaucoup plus massive, là pour le coup, on pourra dire de façon certaine, cette guerre est repartie avec une intensité jamais vue, dans la mesure où elle impliquerait davantage de puissance dans la région. Mais les Américains, par exemple, ont une réponse très mesurée vis-à-vis des Iraniens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à court de munitions. Je crois que lier forcément la nature de la riposte aux capacités, c'est quand même un petit peu court. On le voit bien dans les deux sens. Il y a une retenue parce qu'ils sont dans les négociations aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment l'effet politique. C'est un effet politique qui est recherché, à mon sens, ce soir par les Iraniens. Alors l'effet politique, un mot de ça, et je vous donne la parole. L'agence de presse iranienne Tasnim, qui évidemment est très proche du pouvoir, cite source militaire, affirmant qu'un nombre suffisant de missiles iraniens sont prêts à être lancés immédiatement contre une liste plus étendue de cibles en Israël si Israël riposte à l'Iran. On sent leur satisfaction de se dire nous avons encore des moyens de tirer, c'est nous qui jouons la musique. Oui, enfin c'est de la communication, peut-être pas satisfaction, mais en tout cas crainte des représailles, si tant est qu'il y en ait. Mais en réalité, pour ajouter à ce que disait le général Richoux, il ne faut pas oublier que nous sommes en période de cessez-le-feu. Donc il n'y a pas... Théorique. Oui, en théorie, même si c'est un cessez-le-feu ou une guerre ni guerre ni paix ou une guerre de très très basse intensité à l'oriental, comme vous le soulignez en début d'émission. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on ne peut pas juger des stocks ou du manque de missiles des Iraniens sur la base de la quantité qu'ils lancent sur ces différents pays, puisque nous sommes en période de cessez-le-feu et que l'Iran, même si la République islamique est mal en point, évidemment, on peut constater que pour l'instant, ils sont par rapport
rapport aux capacités américaines, ils sont plutôt en bonne posture. Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, ça reste une carte maîtresse. Ils n'ont cédé ni sur le nucléaire, ni sur le balistique, ni sur les proxys, et ils sont aujourd'hui en train de tout faire pour arracher la carte du Hezbollah aux négociations bilatérales pour rester les mentors de cette force de frappe qu'est le Hezbollah contre Israël dans la région. Donc je ne pense pas que ce soit une retenue due à un manque de stock de la part des Iraniens. Et pardon, juste là encore, je vous donne la parole, mais si on rembobine les derniers jours, les Iraniens ont tiré sur le Koweït, ils ont détruit l'aéroport de Koweït, c'est quand même quelque chose. Hein. Et là, donc, ils n'ont pas retenu les coups, ils ont attaqué des bases américaines, maintenant ils s'attaquent directement à l'État d'Israël. Et donc ils ont toute une stratégie, et comme vous le disiez, vous venez de nous le dire, Darius, ils communiquent évidemment après ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire que, et ça va dans le sens, oui, bien sûr, où est la communication, où est la réalité, mais les faits sont là. Ils ont tiré des salves de missiles sur Israël tout à l'heure, en début de soirée. Maintenant, ça pose un énorme problème à Israël. Du coup, un énorme problème au président Trump. C'est exactement ce qu'il voulait. Et alors, ils peuvent continuer à dire que si Israël rétorque, qu'ils vont tirer bien plus fort. C'est vrai ou pas, selon leurs capacités que nous ne connaissons pas, ni Michel Polaco, ni Nicolas Richoux, ni moi-même, ni personne, bien évidemment. Mais pour eux, ce soir, c'est mission accomplie. En tout cas, sur ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire rompre ce cessez-le-feu et faire en sorte de faire avancer les choses d'une façon provocante. Netanyahou, ce soir, donc, parle à Trump. Je ne sais pas si c'est toujours en cours, Gallagher, vous qui suivez tout, ou ça vient de se finir, on ne sait pas trop. Hein. Oui, voilà, il n'y a pas encore, en tout cas, de déclaration. Trump a parlé à Netanyahou, a déclaré un responsable américain. On sait pas. En tout cas, on peut imaginer ce qu'ils se sont dit. Ouais, donc, on peut vraisemblablement comprendre, en tout cas, c'est la logique qui transparaît, que Trump dit à Netanyahou tranquille, essaye de ne pas trop riposter. Ce qu'il lui avait dit pour la riposte à Beyrouth de ce matin, donc c'est compliqué. Mais Trump fait la différence entre ce qui se passe au Liban et ce qui se passe en République islamique d'Iran. Trump, est-ce que Netanyahou peut se laisser frapper sur la joue sans répliquer ? Guillaume ? Non, je ne pense pas. Je pense que Netanyahou, de toute façon, depuis le départ des discussions entre les Iraniens et les Américains, il est mécontent parce que pour lui, cette guerre n'est pas terminée. Et à défaut de pouvoir continuer à frapper l'Iran, ce qui serait une forme de provocation vis-à-vis de son allié américain, il continue à taper durement les zones contrôlées par le Hezbollah au Liban, et il ne veut pas que cette guerre s'arrête. Et je pense qu'il a un vrai argument qui consiste à dire à son allié américain, mais vous ne pouvez pas nous laisser dans cet état de risque, dans cet état de danger, parce que ça voudrait dire que vous auriez totalement échoué. Et donc je pense que Netanyahou va se servir de cette attaque iranienne pour essayer de reprendre l'offensive par rapport à Trump en disant, vous voyez bien que c'est pas raisonnable de vouloir arrêter la guerre avec ces gens qui continuent à nous menacer, et que le fait très directement, le fait que toutes les écoles israéliennes soient fermées demain, il est possible que ce soit aussi un geste politique pour bien montrer que c'est l'ensemble du pays qui est en danger. Et les soutiens d'Israël, qui sont nombreux aux États-Unis, évidemment, ils entendent ce message-là. Est-ce que Trump peut, lui, s'abstenir de répliquer ? Écoutez-le, il répond à une interview ce soir, et on lui pose la question, enfin, vous aviez promis de ne pas ouvrir de nouvelles guerres, et vous allez entendre sa réponse. Lors de votre premier mandat, vous êtes accroché à cette promesse qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre. Qu'est-ce qui a changé depuis cette promesse ? Alors tout d'abord, je n'ai pas garanti qu'il n'y aurait pas de guerre. Pourquoi aurais-je construit l'armée la plus puissante du monde ? J'ai construit notre armée. J'ai hérité d'une armée terrible. Nous n'avions pas d'équipement, nous n'avions rien. J'ai construit une armée formidable. Biden en a donné beaucoup, mais c'est encore une portion relativement petite par rapport à ce que j'ai construit. Voilà, on voit qu'il est entre deux. Hein. On voit surtout qu'il est piégé. Et il est face à deux perspectives qui ne lui plaisent pas énormément, on peut le comprendre, la défaite et le déshonneur qui va avec. Quand il assassine Gallagher Fenwick, qu'il assassine au moins, c'est net. Quoi. Non, tout à l'heure, Guillaume Roquette disait que Donald Trump n'aime pas les questions qui lui sont posées. C'est pas les questions qu'il n'aime pas, ce sont les faits. Parce qu'en l'occurrence, s'il se lève et qu'il s'en va, c'est parce que la journaliste lui demande les preuves lorsqu'il affirme que les élections... Ouais. Il en parle comme d'une chose extérieure à lui aux États-Unis, sont truquées. Elle lui dit, mais quelle preuve de cela avez-vous ? Et lui répond, vous n'avez qu'à regarder. Ça, ce ne sont pas des preuves. Et donc, fâché, il se lève et s'en va, très autoritaire et tout autoritaire qu'il est. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes celles et ceux qui saluent les opérations dans lesquelles il s'embarque, quelle que soit la nature des régimes et des gouvernements auxquels il s'attaque, que Donald Trump n'est pas obsédé
par la démocratie, je fémise la chose. Maintenant, sur ce qui est en train de... Pardon, juste qu'on comprenne bien, il a deux mauvaises solutions ce soir, si je comprends bien. Ou bien il frappe fort l'Iran, puis c'est pas ce qu'il voulait, ou bien il cède, il frappe fort, et c'est mauvais effet quand même. Mais oui, mais c'est pour ça que je parle d'une défaite stratégique. C'est-à-dire que ces images, et vous l'avez dit, de ces missiles iraniens qui traversent les cieux, quel que soit le nombre de ces missiles, l'Iran n'est pas vaincu. Ça, c'est un premier fait. La deuxième chose, c'est que non seulement elle n'est pas vaincue, mais plutôt que d'attendre, elle attaque. Parce qu'elle est en train d'envoyer un message très clair, il y aura soit un retour à la guerre de haute intensité, soit un accord. Et cet accord nécessitera concession et compromis. Par ailleurs, plus encore que cela, le régime iranien est en train de changer l'équation. Et je pense qu'on ne prend pas suffisamment conscience du caractère sismique de ce qui vient de se produire. Israël vient d'être visé par des missiles iraniens. Le président des États-Unis, très publiquement, dit « Je vais intimer l'ordre à Benyamin Netanyahou de ne pas réagir ». Est-ce que vous comprenez la position dans laquelle il se met et dans laquelle Netanyahou se met? Soit Netanyahou va au clash ouvert avec Donald Trump, son plus grand et probablement seul allié aujourd'hui, soit Netanyahou se soumet, et dans une période préélectorale, c'est pour le moins compliqué. Et ce soir, Trump reconnaît que l'Iran conserve une capacité de destruction en missiles. C'est une séquence assez étonnante. Parfois, Trump a des éclairs comme ça d'honnêteté, on peut dire ce qu'on veut, mais là, il dit pas... il dit oui, l'Iran, il lui reste quand même des missiles, alors qu'il avait dit précédemment que tout avait été annihilé. Nous avons totalement détruit leur armée. Il leur reste quelques missiles, il leur reste quelques drones. Vous savez combien de missiles? Oui, exactement. Combien? Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez me donner un ordre de grandeur? Il leur en reste quelques-uns. Je connais le chiffre presque au missile près. Et nous savons aussi où ils se trouvent. Et nous savons où sont leurs drones. Et nous savons où sont leurs usines de drones. La plupart des usines de drones ont été détruites. La plupart des rampes de lancement ont été détruites. Et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits. Mais ils ont encore des capacités. Ils ont quelques missiles. Je dirais qu'en pourcentage, peut-être 21-22% de leurs missiles. Ça fait beaucoup de missiles, mais ce n'est pas ce que c'était quand nous avons lancé notre première attaque. Vous dites qu'il leur reste 21-22% de leurs missiles? C'est correct, oui. La séquence est géniale. Je ne sais pas si vous avez en tête la séquence de Jonathan Cohen. C'est Jonathan Cohen, oui, dans La Flamme, quand il dit qu'est-ce que vous allez exclure? Je sais qui, c'est qui, alors je sais qui, etc. Il dit non, mais je sais combien de missiles exactement. Trop précis, mais je peux pas vous le dire. Trop précis pour être vrai. 21 ou à 22%, c'est vraiment. Non, mais... Et avant ça, il avait dit 17 ou 18%. Rappelez-vous, avant ça, il avait dit que ça avait été oblitéré. Tandis que ces services parlent des 2/3 de ses capacités balistiques intactes, et on n'est pas sûr. Il reconnaît quand même que l'Iran... Il reconnaît... Michel Polaco, là on a quand même un moment où le président des États-Unis lui-même dit « Mon adversaire a conservé un quart peut-être de ses missiles ». C'est quelque chose. Je dois reconnaître que quand je l'entends dire 22%, 21 ou 22%, ça me fait un choc. Parce que, et en plus, quand il dit qu'il sait où se trouvent les stocks actuels, etc., et qu'il les frappe pas, ça me fait un deuxième choc. Alors, ou bien il nous balade, et c'est vrai que quand même depuis 100 jours, il nous balade beaucoup, ou bien il dit n'importe quoi, ou bien c'est vrai, et si c'est vrai, ça veut dire qu'il y en a pour encore un sacré bout de temps, puisque finalement tous ces missiles et tous ces drones ne sont épuisés qu'à petite dose et sur un temps qui est de plus en plus long. Et c'est ce que dit CNN. CNN dit l'Iran a relancé sa production de drones et de missiles. CNN, là, qui semble bien informé, qui cite des services de renseignement américains, militaires. D'après ces renseignements, l'armée iranienne se reconstitue plus vite encore que prévu initialement, Michel. Ça, écoutez, je sais pas, parce que en temps de guerre et dans la situation où ils se trouvent, avec les problèmes de matières premières, etc., je suis pas convaincu que ce soit très aisé pour eux de refabriquer des stocks de drones et des stocks de missiles balistiques. Ça se fait pas avec rien quand même. On fait pas ça avec le sable du désert et avec les cailloux. Il faut quand même beaucoup de matière. Et je pense que les Américains ne laissent pas entrer beaucoup de matières premières en Iran. Mais c'est certain que ils ont une véritable capacité à utiliser avec intelligence et parcimonie, et on pourrait dire mauvais escient aussi, les quelques stocks qui leur restent, qui sont, si M. Trump dit la vérité, à moins qu'il ne dise ça aussi pour nous encourager
à l'encourager, c'est-à-dire, oulala, s'il reste tout ça, il faut absolument poursuivre les opérations jusqu'à épuisement, et donc il faut se dépêcher. Mais sinon, s'il reste 22%, ça veut dire qu'il y en a pour des semaines. Oui. Certainement, peut-être quelques mois. Mais Darius, il y a toujours eu un hiatus entre ce que disaient les services de renseignement américains sur ces questions-là et ce que disait Donald Trump. Alors je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire de Donald Trump pendant quelques secondes. Donald Trump, qui effectivement est assez convaincant, vous avez raison Darius, dans cette interview, face à cette jeune femme qui ensuite il a mis bien mal à l'aise puis en partant. Parce ça s'est gâté après. Oui, ça s'est gâté. Mais convaincant dans le sens où je pense que Donald Trump, au tout début de la guerre, il croyait vraiment au fait d'avoir tout oblitéré. C'est-à-dire il l'espérait et donc il le disait, il le répétait et nous tous étions suspendus à ses paroles. Et puis au final, il s'est mis à comprendre que c'était pas tout à fait ça. Il s'est mis à davantage écouter ce que disaient les services de renseignement. Et donc maintenant, il donne un chiffre qui est peut-être finalement un bon chiffre, c'est-à-dire un chiffre qui est pour le coup, en adéquation avec ce que ces services de renseignement lui disent. Oui, tout à fait. Même si les 21 à 22%, donc très précis, c'est précis, trop précis pour être vrai, j'ai envie de dire, mais nous n'en savons rien, sont quand même en contradiction et sont très éloignés de la fourchette qu'ont évoqué ses propres services. En tout cas, c'est les informations qui ont fuité dans la presse américaine et qui évoquaient de 66 à 70%, il me semble, de missiles qui sont encore intacts. Et à la seconde, Trump répond à une consoeur du New York Post et il dit « les choses se passent très bien ». Ça, c'est du Trump dans le texte. C'est-à-dire que l'Iran tire sur Israël, Israël va peut-être riposter. Trump dit « ça va, génial ». Non, j'ai vu passer effectivement ce message de, je crois que c'est Jessica Dornous. Mais non, ce que j'allais dire, si vous voulez, c'est que quand on se repasse, et vous parliez de lucidité, Darius, la première phrase de Donald Trump, c'est « nous avons détruit toute leur armée, il leur reste 20% de capacité de missiles ». Donc il y a une légère contradiction, me semble-t-il, là. Et comme Sophia Amara le disait, les services de renseignement qui s'expriment de manière anonyme, donc il faut évidemment prendre ça avec des pincettes, dans des médias que vous avez qualifiés vous-même de mainstream tout à l'heure, typique Guillaume Roquette, le New York Times. En fait, c'est le chiffre inverse, c'est-à-dire que les Américains auraient détruit en l'occurrence 20, 22, 25% des capacités missilières, donc ce qui veut dire qu'il en reste pas un quart, mais les trois quarts. Mais juste pour... Et pardon, juste parenthèse, je vous laisse tout de suite conclure, mais vous comprenez que le ton monte. Israël dit par la voix du chef d'état-major... Ils sont prêts. Nous sommes prêts. Oui, ce qui est un piège. L'armée israélienne frappera l'ennemi avec force dès que le feu vert sera donné. Et ce qui va se passer, dit ce soir, Tsahal. Il va y avoir une réunion du cabinet de sécurité israélien juste après le coup de fil entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Mais je le redis, l'Iran fait un pari extrêmement risqué. Pardon pour le cliché, mais c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il donne le premier coup, ce qui est une sorte de cadeau potentiel offert à Benjamin Netanyahou, qui ne rêve que d'une chose, c'est de relancer les opérations militaires contre l'Iran. Mais l'Iran fait le pari suivant, celui de la division entre Netanyahou et Trump. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cela semble fonctionner. Ce qui veut dire que l'Ire d'Israël risque de se retourner vers le Liban, et notamment le quartier sud de Beyrouth, Darrieh, mais le régime iranien est en train d'installer l'idée du président américain, et c'est là qu'a lieu le changement de l'équation, que ça c'est une ligne rouge, et donc à chaque fois que les Israéliens cibleront cette partie du Liban, eh bien les Iraniens enverront des missiles. Et vous parlez du Liban, rendons-nous exactement au Liban, puisque vous y êtes, Thomas Misraki, décrivez-nous ce qui est en train de se passer, est-ce qu'Israël poursuit son offensive au Liban en dépit de la menace de la République islamique ? Alors sur le sud du pays, effectivement, ce qui se passe à Beyrouth, c'est beaucoup plus calme. Vous le savez, il y a eu cette frappe dans le courant de l'après-midi. 2 immeubles, 2 morts, 11 blessés, mais ça c'est véritablement exceptionnel. Et c'est l'une des lignes rouges de l'accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur ici le 17 avril dernier. Donc Beyrouth a été relativement épargnée depuis 3 frappes, je crois, et 3 frappes ciblées. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter ce soir, c'est que le Liban revient au centre du jeu. Vous le savez, les Américains et les Iraniens avaient 2 thématiques de discussion avancées, celle sur le nucléaire, l'autre sur le détroit d'Ormuz, mais le Liban avait été un peu mis de côté. Et le fait que cette discussion sur l'avenir du pays revienne au centre des négociations, c'est une bonne nouvelle, paradoxalement, pour le Hezbollah. On a pu rencontrer avec Morgan Pope ces dernières semaines plusieurs proches de ce mouvement, qu'ils soient politiques ou plus sur le terrain, qui nous disaient avoir le sentiment d'être les oubliés de ce qui était en train de se
passer entre les États-Unis et l'Iran, eh bien cela serait en train de changer. Vous savez que le Hezbollah veut associer le Liban aux négociations en cours entre Américains et Iraniens. Vous savez que les Israéliens ne le veulent pas. Vous savez que Donald Trump ne le veut pas non plus. Le président américain l'a d'ailleurs rappelé encore récemment. Il veut séparer les deux dossiers. Eh bien, ce qui est en train de se passer ces dernières heures, c'est que le Liban revient dans le cadre de ces négociations. Ça risque de compliquer les choses, évidemment, pour la partie israélo-américaine. Et ça, c'est au bénéfice de l'Iran. Donc, dans la partie d'échecs qui se joue, c'est une bonne nouvelle peut-être pour les Iraniens et pour leur proxy ici, le Hezbollah. Un dernier mot quand même pour vous dire que ce qui va se dérouler dans les heures qui viennent est capital. On sait qu'Israël veut riposter. On ne sait pas si le président des États-Unis va pouvoir empêcher le Premier ministre israélien de donner l'ordre de riposte à son armée. Mais si cette riposte avait lieu, ce pourrait être un retour des hostilités. Si elle n'a pas lieu, en revanche, cette riposte, les négociations vont se poursuivre, peut-être aboutir avec, qui sait, un accord dans les jours qui viennent. C'est ce que ne cesse de répéter le président des États-Unis. Mais pour l'instant, ici, le pays, malgré ce cessez-le-feu de papier, reste en guerre, notamment le sud du Liban. Si Thomas, question sur ce plateau, connaissant Benjamin Netanyahou, est-ce il y a cette fameuse phrase qui dit si on veut te tuer, lève-toi et tue le premier. Ça, c'est la logique de Netanyahou. Est-ce que vous imaginez une seconde Netanyahou qui se prend ça sur la figure et qui ensuite dit... C'est la doctrine des assassinats ciblés d'Israël. Donc de toute façon, effectivement, on entend bien ce soir ce que dit Tsahal. On a quand même plusieurs communiqués. Ils disent, avant le coup de fil entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, après le coup de fil, on sent bien que et ces communiqués sont clairs, ils attendent le feu vert. Donc il est assez probable qu'il y aura une réplique d'Israël sous forme de frappe. Maintenant, tout à l'heure, Raphaël Gerzalmi optait pour une réaction d'Israël maximale. Je suis pas tout à fait sûr que ça soit le cas. Et si c'était justement l'inverse? Et si la réaction de Tsahal était modérée? Justement parce que c'est ce que Donald Trump peut-être va obtenir de Benjamin Netanyahou. On reviendra à Israël dans un instant, mais regardez, l'Iran tire tous azimuts, ou en tout cas tire sur Israël bien sûr, tire sur le Koweït. Et là, ce sont des missiles au 100e jour de la guerre. La République islamique a tiré sur le Koweït, et ces archives qui, de quelques jours seulement, le rappellent, ils avaient déjà réussi précédemment à détruire une grande partie de l'aéroport de Koweït. Je ne sais pas s'il y a quelques terminaux qui marchent encore, peut-être. Oui. C'est il y a une partie détruite. C'est le terminal 1 qui a été gravement endommagé. Moi, j'aimerais pas prendre un avion dans un aéroport où il y a un terminal qui est dans cet état-là et l'autre terminal à côté. C'est l'objectif des Iraniens, c'est de mettre fin à cette destination dans l'esprit collectif mondial comme étant une destination prospère, stable, regardez le fiable. Choc. Ça, c'est l'état avant les bombardements. Moi, franchement, là, j'étais à Rome, je n'irais pas l'idée d'aller à Koweït City en voyant ça. Guillaume Roquette. Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est un autre axe iranien qui est de faire une pression pas seulement militaire, mais aussi une pression, j'allais presque dire géopolitique sur les États du Golfe, dont vous savez que la stratégie, c'est d'apparaître comme étant un nouveau pôle de prospérité, avec une sécurité absolue, avec une dimension de services, de culture, qui font que ces pays, les Émirats Arabes Unis, presque l'Arabie Saoudite aussi, même si c'est plus progressif avec l'action de Mohamed Ben Salman. En tout cas, on parle de nouvel âge d'or, et bien sûr que ces images-là, elles viennent percuter, dans tous les sens du terme, cette stratégie et cette communication aussi qui est faite depuis des années. C'est aussi le Qatar dont on connaît l'action, y compris auprès de grands clubs sportifs français, parce que l'idée c'est d'apparaître comme étant vraiment le nouveau centre du monde. Et ben là, le nouveau centre du monde, effectivement, il a pris du plomb dans l'aile. On se souvient au début de la guerre de ces influenceurs et influenceuses français complètement affolés en disant je veux revenir, j'ai peur. Ils sont d'ailleurs revenus. La gifle est terrible. Michel Bolaco, expliquez-nous, diable, comment c'est imaginable. Les États-Unis d'Amérique sont censés les protéger. Le Koweït est un État richissime. Ils se sont payés combien d'avions de toutes sortes, des F-35, j'imagine. Et là, ils prennent quand même ça sur la figure. Comment c'est possible ? Alors d'abord, c'est pas une des plus grosses armées du coin, les Koweïtiens. C'est un petit pays qui a une petite armée. Mais si vous voulez, on le sait depuis le départ,
le système n'est pas étanche à 100%. Donc, il y a des choses qui passent. Il y a des missiles balistiques qui passent. Il y a des drones qui passent. Bon, ils ont réussi à détruire un terminal, c'est-à-dire un bâtiment de l'aéroport. Ça n'est pas l'aéroport, mais comme vous le dites, prendre l'avion sur un aéroport dont un terminal a été touché par des drones, ça fait quand même mal. Et ça fait d'autant plus mal que personne n'en parlait, mais en fait, depuis près d'un mois et demi, le trafic dans la région, c'est-à-dire dans les Émirats, a à peu près totalement repris. Toutes les lignes aériennes assurées par les compagnies Qatar, Etihad, Emirates, etc., presque toutes ont repris. La plupart de leurs avions sont en vol. Ils assurent à peu près 80% de leur trafic. Donc le coup de l'aéroport de Kuwait City, c'est vraiment un mauvais coup parce que c'est certain que ça va inciter les passagers à fuir. D'un autre côté, frapper des aéroports civils, ça porte un nom. Si je ne m'abuse, qu'on utilise assez facilement quand on parle des frappes américaines ou israéliennes, c'est taper des sites civils et ça s'appelle, je crois, des crimes de guerre. Donc il faudrait peut-être employer ces expressions aussi à l'égard des Iraniens quand ils frappent des aéroports civils. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça ne fait aucun doute. D'autant plus que là, en l'occurrence, pour cet aéroport, l'aéroport du Qatar, il n'y avait pas d'usage dual, c'est-à-dire du Koweït, il n'y avait pas d'usage qui pouvait ou de doute sur le fait que cet aéroport était à la fois à usage civil et à usage militaire. Alors évidemment que le Koweït abrite des bases, évidemment que depuis le Koweït, peut-être il y a eu des frappes sur l'Iran, il n'en demeure pas. Et il faut s'en assurer avant de lâcher ce terme de crime de guerre, mais effectivement, quand on touche un aéroport civil, quand on vise un aéroport civil, en l'occurrence, il y a eu des victimes, évidemment que ça rentre sous le coup de... C'est la honte, franchement. C'est comme la honte. Déjà, le Koweït avait tiré sur son propre camp. Rappelons, un des premiers actes de guerre, ça a été de détruire des avions erreur américains. 2 avions. Mais comme on dit, oui, la qualité de l'armée koweïtienne, qui est petite, comme ça a été dit, n'est quand même pas très assurée. C'est pas des gens qui ont une expérience du combat absolument colossale. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème d'entraînement, un problème de compétences opérationnelles, de fondamentaux opérationnels, vraisemblablement. Mais les Iraniens, il faut le dire, sont quand même assez constants dans leur effort de s'attaquer au domaine économique. Quand on s'attaque au détroit d'Ormuz, on s'attaque au domaine économique. Là, quand on s'attaque aux aéroports, c'est un message qui dit votre prospérité dépend de nous. Et donc, aussi longtemps que vous soutiendrez les Américains, eh ben nous, on est capable de vous faire du mal et de mettre à mal votre économie. Donc tout ça, ils essayent de leur faire payer vraisemblablement la présence américaine également et le soutien américain dans la région. Par ailleurs, je voudrais rappeler que depuis plus de 30 ans, la France et le Koweït ont un accord de défense, une présence militaire française dans ce pays. Alors, certes, c'est pas parce que l'Iran frappe le Koweït que la France va entrer en guerre avec l'Iran. Cet accord, il est strictement défensif. Il est un peu comme l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire que il y a une marge d'appréciation. Mais n'empêche que je suis convaincu qu'à Paris, on regarde de très très près ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, la France a toujours été aux côtés du Koweït et on va voir s'il y a de ce côté-là des appels du pied entre guillemets de l'émir du Koweït. Nous devons à la célérité de notre chef d'édition Quentin Briand. L'image qu'on va voir maintenant, regardez, c'est le flight radar, donc qu'on comprenne bien. Regardez, là l'image parle d'elle-même. Cette fois-ci, tous les avions sont en train de s'écarter du ciel de la République d'Iran, ce qui laisse présager des tirs de riposte. Et on l'apprend à l'instant, l'agence de presse iranienne rapporte que l'Iran suspend tous les vols à l'aéroport de Téhéran jusqu'à nouvel ordre. J'imagine qu'il était temps, mais là, alors il y a un avion. Regardez, il y a un avion qui vole justement dans la région de Téhéran. Je ne sais pas si en pointant dessus, on peut essayer de comprendre quel est cet avion, parce que je crois que si on pointe... voilà. C'est difficile. En tout cas, c'est large. Regardez, plus d'avions au-dessus du ciel de l'Irak, plus d'avions au ciel de Koweït. En Syrie, jusque vers la Méditerranée. Là, c'est rare que ce soit à ce point-là, hein, Sophia Amara. Oui, on a pu voir justement cette carte complètement noire, sans le moindre avion, au début du conflit, après le 8 février, et même quelques jours avant, quand on avait justement des doutes et qu'on scrutait le ciel et Flight Radar pour savoir ce qui se passait et quand
la frappe commencerait ou l'attaque commencerait, là effectivement il y a une crainte évidente de la part de ces pays pour leurs avions et pour la sécurité de la navigation aérienne, et par conséquent vous voyez que ça va jusqu'en Méditerranée, puisqu'en Syrie, en Irak, en Iran, au Koweït et jusqu'en Syrie, il n'y a absolument apparemment aucun vol. Michel Polaco, aidez-nous vous connaissez si bien le transport aérien, à faire le descriptif de cette carte où on voit que les routes, tout le monde se déroute. Oui, alors l'Afghanistan c'est le dernier. Il fut un temps, c'était l'Afghanistan, il n'y avait plus personne qui volait. Michel Polaco, qu'on comprenne bien comment les avions se déroutent très rapidement, puisque là il faut qu'ils réagissent très vite si Israël frappe l'Iran dans les minutes ou les heures qui viennent. Oui, alors là, c'est pas très rapidement. Si vous voulez, il y a des consignes qui sont internationales, qui sont affichées sur tous les avis aux navigateurs aériens, donc les compagnies aériennes, et qui disent de ne pas survoler certains territoires. C'est le cas de l'Iran, qui est considéré comme absolument interdit de survol. C'est le cas de l'Irak, en dehors de 2 couloirs qui sont ouverts de temps en temps, refermés, et qui sont des couloirs de vol à très haute altitude, c'est-à-dire au minimum à 12 000 mètres, et peu emprunté. Si vous regardez la carte de l'Afghanistan, vous avez des avions qui transitent, mais c'est pareil, ils transitent à haute altitude. Vous avez extrêmement peu de transit à basse altitude. En revanche, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les Iraniens peuvent faire voler des avions civils de leur territoire vers l'étranger et sur leur territoire, sans que les Américains ne les interceptent ou ne les gênent, que les aéroports iraniens ne sont pas détruits, que bien des avions iraniens probablement parqués sur ces aéroports n'ont pas été détruits, que les Iraniens peuvent aller en Chine, qu'ils peuvent aller au Pakistan, que l'autre jour, il y a un dirigeant militaire iranien qui est allé, je crois, à Djibouti. Vous voyez, c'est quand même... Cette guerre revêt quand même certains aspects qui sont assez étonnants. Il y a des règles de la guerre, Michel Polaco, quand même. Les Américains peuvent pas... Pardon ? Il y a des règles de la guerre quand même. Les Américains peuvent non, mais il y a des pas règles de la guerre. Ils respectent certaines règles. Quand vous êtes propriétaire du ciel d'un pays, ce pays ne peut plus faire voler ses avions. Quand on a, par exemple, obtenu une résolution de l'ONU pour protéger la population libyenne des forces de Kadhafi, nous avons œuvré de telle manière que Kadhafi ne pouvait plus faire décoller un seul avion, ni civil, ni militaire. Quand il y a eu la guerre d'Irak en 91, c'était exactement la même chose. Tous les appareils qui étaient sur des aéroports civils ont été détruits. Les avions militaires, 140 avions militaires irakiens sont allés se réfugier en Iran, dont beaucoup d'avions d'origine française, des Mirage F1, et on s'interroge encore aujourd'hui sur ce que sont devenus ces avions dont on a pensé pendant un temps que les Iraniens avaient réussi à en remettre quelques-uns en vol, et où en fait maintenant on est à peu près sûr que c'est faux. Mais non, il ne faut pas être étonné qu'en temps de guerre, on bloque le ciel, on bloque les aéroports, on bloque les avions. Mais Michel Polaco, pardon de me couper, Michel, qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on avait rarement vu un tel écartement de tous les avions qui montre que la capacité, la possibilité... Depuis 100 jours, c'est comme ça. La possibilité d'Israël réplique là maintenant dans les heures qui viennent est très forte. Et justement, je me posais la question, Michel Polaco, qui décide de détourner ces avions ? Ce sont les compagnies aériennes elles-mêmes ? Ce sont les pays dont elles dépendent ? C'est le Quai d'Orsay qui dit à Air France vous n'avez pas le droit de survoler tel et tel pays ? Non, alors les agences de sécurité aérienne des grands pays ou des grandes régions du monde, comme les États-Unis, l'Europe, etc., émettent des avis aux aviateurs et aux navigateurs aériens. Ce sont des NOTAM. Et ces NOTAM sont publiés et sont diffusés auprès de toutes les compagnies aériennes et auprès de tous les, de toutes les petites entreprises qui utilisent des avions. Il n'y a pas que les compagnies aériennes qui font des survols. Il y a des avions d'affaires, il y a des avions cargo de sociétés de transport, etc., etc. Et ces avis sont évidemment diffusés. Moi, je suis pilote, je les reçois, ces avis. Ils sont évidemment diffusés vers tous ceux qui utilisent le ciel. Et donc, on a un catalogue qu'on reçoit. Moi, toutes les semaines, je reçois le catalogue des zones de survol, soit totalement déconseillées, soit le mot interdit ne convient pas parce que ce n'est pas une autorité, c'est une instance de conseil. Okay. Mais comme dirait l'autre, ce genre de conseil, quand on le reçoit, on est obligé de le suivre. Michel Polaco, un mot juste, pardon. Michel, qu'on comprenne bien, regardez, aidez-nous à comprendre aussi, s'il vous plaît, Nicolas Richaud. On voit là les deux fronts, l'image est fascinante, puisque au-dessus de l'Ukraine, il n'y a pas un avion, Il s'écarte beaucoup d'ailleurs de la Biélorussie, pas un avion sur la Biélorussie, il s'écarte beaucoup de la Russie, en tout cas de la partie ouest.
Et puis l'Iran, Iran, Irak, Syrie, personne. Alors, ce qui est intéressant, là, quand je vois cette carte, effectivement, il y a ce gros vide au centre, mais regardez, il n'y a pas un avion entre Israël et l'Iran. Dans tous les cas de figure, tout est clean, ça passe par le sud, ça passe par le nord, mais il n'y a rien qui puisse s'interpréter. Au début, je pensais qu'ils étaient au milieu, mais non, pas du tout. Ils évitent cette zone dans laquelle il peut y avoir des missiles ou des avions de chasse, parce qu'il y a un problème de déconfliction de l'espace aérien. Après, un missile, ça peut percuter un avion, etc., etc. On se rappelle, c'est malheureux, je crois que c'était à bord d'un avion Air France, c'est ça, Gaël ? Oui. Ils mangeaient leurs cacahuètes ou je ne sais quoi, leur bretzel, et ouf, le missile est passé juste à côté. Non, voilà. Et donc ça, c'est très dangereux. Si vous avez, je sais pas, une vague de 300 appareils qui vont bombarder l'Iran, s'il y a des avions de ligne au milieu, vous imaginez un peu les risques. Et donc là, on remarque effectivement qu'il n'y a absolument rien entre Israël et l'Iran ce soir, c'est-à-dire que le ciel est totalement libre pour les opérations aériennes. Et regardez, l'Iran donc bombarde Israël, on va y revenir, bombarde le Koweït, bombarde Bahreïn, et on a reçu notamment les interceptions des missiles balistiques et des drones tirés par l'Iran en direction de Bahreïn et du Koweït. Il y a quand même un effort évidemment de défense, mais ils tirent tous azimuts, dans beaucoup de directions. Oui, mais en réalité, même si c'est assez choquant quand même, parce que pour le Bahreïn a toujours tenté d'être conciliant, effectivement. Mais en réalité, on voit qu'il y a une stratégie. De la part des Iraniens, ils y vont graduellement. C'est une guerre de basse intensité, ou un cessez-le-feu de basse intensité, comme vous souhaitez l'appeler. Mais en réalité, à chaque fois qu'ils veulent faire passer un message, ils tirent. Et ils tirent sur les pays du Golfe. Alors, pourquoi ils les choisissent, c'est un mystère. Est-ce que c'est de l'opportunité ? À un moment, il a l'opportunité soit de frapper l'aéroport du Koweït, soit c'est un centre de traitement aux Émirats Arabes Unis, soit c'est Ras Laffan au Qatar, qui est la plus grosse usine de traitement de gaz naturel au monde, mais à chaque fois, c'est pour donner un message. Ce ne sont pas des tirs tous azimuts, et qui sont peut-être, apparemment en tout cas, destinés à améliorer leur position dans les négociations avec Washington. Darius, selon une de mes sources sécuritaires en Israël, l'appel téléphonique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu a duré 30 minutes. Et dans cet appel, Trump a exhorté le Premier ministre israélien à attendre quelques jours pour savoir justement s'il pouvait encore conclure un accord avec l'Iran. Donc on a droit à véritablement ce trio avec l'Iran qui agit et qui tire, Israël qui se prépare à riposter et Washington qui est toujours en train d'essayer de gagner du temps et d'obtenir des négociations. Et on apprend à l'instant, en complément de ce que vous dites, que Netanyahou est en train d'informer de sa conversation avec Trump. Donc il rend compte aux militaires de ce que Trump lui a dit. Son cabinet de sécurité, la question à laquelle il doit répondre, c'est, Monsieur le Premier ministre, quelle est notre, à nous Israéliens, marge de manœuvre entre un président des États-Unis et la question est la suivante. Vous a-t-il dit la même chose en privé que ce qu'il dit en public à Barak Ravitz et Axios ? Ou alors, est-ce que le discours est différent ? Et si le discours est le même, alors comment pouvons-nous accepter cet état de fait ? C'est-à-dire que l'Iran est en train d'indiquer la chose suivante. Là, l'Iran n'a pas été ciblé. C'est le Liban. Et donc l'Iran, c'est pour ça que je parle d'une équation régionale qui est en train d'être changée. L'Iran est en train d'étendre sa capacité de dissuasion jusqu'au territoire libanais en réduisant la marge de manœuvre militaire de Benjamin Netanyahu en période préélectorale, en disant non seulement vous ne pouvez plus cibler l'Iran, mais si vous ciblez le Liban, alors nous tirerons des missiles sur votre territoire et à chaque fois, nous dirons au président des États-Unis qui cherche désespérément un accord que s'il le veut, il faut qu'il vous interdise de tirer dans la région. Et c'est donc, la logique. Aux échecs, ils bloquent. On bloque, c'est ça. Alors, aux échecs, ce qu'ils sont en train de faire, si vous voulez, et on le voit, et la carte nous renseigne, il y a dans le choix des cibles, vous avez montré l'aéroport au Qatar, le Bahreïn, il y a un éloignement géographique et il y a une gradation, donc il y a une montée vers le haut en termes d'escalade, c'est-à-dire une escalade horizontale, mais une escalade également verticale, pour dire nous sommes prêts à la bataille et nous venons la chercher, cette bataille. Donc si vous voulez l'accord, vous restreignez une bonne fois pour toutes Israël, sinon vous ne l'aurez pas cet accord. Oui. Moi je crois simplement que Donald Trump arrivera à restreindre Israël sur des frappes massives au-dessus de l'Iran, c'est
plus douteux qu'il arrive à le restreindre sur le Liban. On voit bien que beaucoup plus. Oui. Hein, oui, parce que on voit bien la capacité du Hezbollah à tirer sur le nord d'Israël est un véritable problème quotidien. Et donc, ils n'ont jamais arrêté les opérations. Et Benjamin Netanyahou n'a aucune envie de coupler le problème libanais avec la résolution du conflit avec l'Iran et avec Donald Trump. Il veut en faire un projet, quelque chose de tout à fait à part. Et donc, je pense que ça va être... Ils vont continuer leurs opérations, malgré tout, dans les jours à venir, même avec le coup de fil de Donald Trump ce soir. Vous avez exactement mis le doigt sur le problème. Benjamin Netanyahou ne veut pas voir coupler les négociations avec les Iraniens et le problème du Hezbollah, sauf qu'il n'y arrive pas. Et c'est en ça que le danger existe. C'est que les Iraniens sont en train de tout faire pour imposer ça. Il n'est pas gagné qu'ils y parviennent. Par contre, sur quoi vous avez raison, c'est fait qu'effectivement, Israël, faute de pouvoir taper l'Iran va se replier sur le Liban, pris en otage entre les Israéliens qui vont riposter, faute de mieux, sur le Liban, le punching ball, et les Iraniens qui tentent, malgré le désir des Libanais de se défaire de la mainmise iranienne, eh bien, de se voir encore happés par ce parrain dont ils n'ont pas envie et qui les prend en otage et qui les utilise, comme le président libanais lui-même l'a dit dans une interview remarquée sur CNN avec Christiane Amanpour, qui lui-même a dit, et c'est assez rare pour le signaler ici, qui a dit, nous ne sommes pas une carte de pression, les Libanais ne sont pas les Iraniens et vice-versa. Oui, mais justement, Sophia, ce qui se passe ce soir, je disais tout à l'heure que c'était les Iraniens qui donnaient 2 signes aux Israéliens et aux Américains, mais ils le donnent aussi à la direction du Liban, en disant, en la mettant mal à l'aise, puisque justement au moment où le président dit ce que vous venez de dire sur CNN, au moment où il y a des négociations en cours importante à Washington entre le Liban et Israël, la République islamique d'Iran, en faisant cela, montre qu'elle possède encore, elle maîtrise encore cet étau sur le Liban. J'aimerais vraiment vous entendre sur qu'est-ce qui... Le plus grave, c'est que peut-être que Trump va jouer le jeu de Téhéran sans s'en rendre compte, parce qu'il ne connaît pas les dessous de la terre. Soyons très concrets. D'après vous, Trump, qu'est-ce qu'il a dit à Netanyahou ? Le coup de fil a pris fin, c'est un coup de fil relativement court, vous disiez 30 minutes à peu près. Alors il y a ce que dit Trump en public. Qu'est-ce qu'il lui a dit selon vous en privé ? Pas sur l'Iran, ok pour le Liban. Et chirurgical. Donc, défoule-toi sur le Hezbollah. Chirurgical sur Dariyeh, donc la Beyrouth Sud, mais non sur l'Iran. Et juste pour terminer, moi je pense que c'est l'inverse de ce qui a été dit précisément, cher que... Mais attendez, pardon de le couper, mais soyez plus précis. Donc, d'après vous, parce que c'est intéressant, là on est dans la simulation, mais c'est pas pour le jeu. Qu'est-ce qu'il a pu dire exactement à Netanyahou ? Non aux frappes contre le régime iranien, parce que nous, Américains, donc tu ne ripostes pas un accord, mais sur le Liban, attention, il y a une équation, et elle est la suivante, chirurgicale dans Beyrouth Sud, sur le sud Liban, arrêtez de diffuser des images de villages que vous dynamitez, arrêtez l'herbicide et l'épuration ethnique. Ce que vous dites est important, rappelez-vous, il avait dit, moi je veux plus voir d'immeubles entiers qui tombent. Trump est très sensible à ça, il dit souvent, d'ailleurs c'est son épouse Melania qui dit, ce que j'ai vu à Gaza par exemple, ou ce que j'ai vu au Liban, quand des immeubles entiers tombent... Et il le disait aussi en Ukraine, parce que je pense que Trump est conscient qu'une grande partie de son opinion publique n'est pas très au fait des enjeux internationaux. Vous savez qu'on dit parfois que pour que les Américains sachent où est un pays, il faut qu'ils entrent en guerre avec lui. Et donc, en revanche, il y a évidemment une force des images, une force émotive des images, surtout quand il y a des victimes civiles, et a fortiori quand ce sont des enfants. Et donc, effectivement, c'est une façon pour Trump de dire à Netanyahou, pardon, je vais être un peu brutal, fais ce que tu veux, mais il faut pas que ça se voit trop. Et en tout cas, que ce soit pas de nature à m'empêcher de terminer cette guerre avec l'Iran, parce que je suis empêtré, il faut que je m'en sorte. Michel Polaco, vous êtes, d'un point de vue militaire, technique, notamment avec son aviation, que peut faire Israël pour frapper l'Iran maintenant, sans dépasser ce cap que Trump lui donne ? Mon sentiment personnel est que la problématique, c'est la problématique des cibles. Sur le plan des moyens, les Israéliens ont beaucoup d'avions, ils ont beaucoup d'armes, et ils ont la capacité, si nécessaire, de mener des frappes importantes. Et je dirais, dans une certaine mesure, selon ce que les Américains leur toléreront. Parce que n'oublions pas que les avions israéliens viennent d'Amérique,
que les missiles israéliens viennent d'Amérique, que une grosse partie des bombes viennent des États-Unis, etc., etc. En revanche, il y a un problème de ciblage. À partir du moment où les Américains et apparemment les Israéliens aussi se sont interdits des cibles qui sont des cibles duales ou des cibles civiles, quand on dit dual, ça veut dire à la fois civil et militaire, ou des cibles civiles, il y a un problème de cible. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les Américains ne mènent plus d'opérations offensives majeures. De temps en temps, on a vu que les Israéliens avaient mené quelques opérations assez rares sur le territoire iranien, parce qu'ils ont eu des opportunités de cible. Mais il y a un problème de ciblage, donc un problème de renseignement. Et manifestement, les moyens américains, satellitaires, les moyens d'avions, d'AWACS, etc., de Hawkeye, tous ces appareils qui ne survolent pas l'Iran, mais qui sont autour de l'Iran, ou les satellites qui sont au-dessus, les drones aussi, puisqu'il y a des drones, tout ça, ça ne permet pas pour l'instant de faire un ciblage qui soit politiquement et militairement intéressant. Écoutez, merci beaucoup Michel. Écoutez, Israël réagit et ça n'est pas sur le ton de la modération. Israël est prêt à venger, dit-il, ce qui est en train de se passer. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme. L'armée israélienne continuera d'opérer dans tout le Liban et infligera des dommages plus importants à l'organisation terroriste du Hezbollah. Nous ne tolérerons pas que les tirs contre les citoyens de l'État d'Israël se poursuivent. Voilà, le Liban, c'est la grande affaire. Hein. Le Liban, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il n'y aura pas de tir de rétorsion sur l'Iran. Ça, c'est véritablement, je pense, une ligne rouge dans la négociation. Par contre, le Liban est parfaitement laissé à part et à la merci de Benjamin Netanyahou. Et donc, c'est là que les Israéliens vont faire leur affaire, vraisemblablement, contre le Hezbollah et donc contre l'Iran. Oui, le Hezbollah qui va très bien. Ça lui va très bien. Le Liban va être à nouveau une victime de cette affaire-là. Et le Hezbollah, ça lui va très bien, parce que ça légitime tout ce qu'il est en train de faire et que ça ne cloute pas la séquence à ses dépens. Donc, en réalité, pour le Hezbollah, c'est tout bénef. Oui, absolument. Donc, la presse israélienne rapporte que Donald Trump aurait dit à Benjamin Netanyahou durant le coup de fil, c'est Yediot Aharonot, qui dit qu'il a demandé d'attendre quelques jours pour voir s'il est possible d'obtenir un accord, et je cite, « Essayons de ne pas rater cette occasion. Il est possible, pure supputation de ma part, que Donald Trump ait dit à Benjamin Netanyahou, « Donnez-moi du temps, et s'il n'y a pas d'accord, alors nous retournerons ensemble en guerre contre l'Iran. » En l'occurrence, je pense que le calcul stratégique de Benjamin Netanyahou n'est pas du tout de dissocier le Liban de l'Iran, mais au contraire de les associer étroitement afin de tendre un piège à l'Iran. L'Iran donne le sentiment de tomber dans ce piège, mais en faisant le calcul suivant, que la variable Donald Trump penchera du côté de l'accord et non de celui d'un retour aux hostilités. Rendons-nous en direct avec vous en Israël. Dror Even-Sapir, quel est l'état d'esprit ce soir? Si j'ai bien compris, beaucoup de gens sont descendus dans les abris, les écoles sont fermées, tout ça est pris très au sérieux. Est-ce que l'heure est à la riposte? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on laissait entendre les responsables militaires israéliens, le porte-parole de l'armée que l'on a entendu tout à l'heure, et également le chef d'état-major lui-même, le général Eyal Zamir, qui a affirmé que l'armée était prête à riposter en temps et en heure et à frapper durement l'ennemi lorsque ordre lui en sera donné par l'échelon politique. La balle est dans le camp, effectivement, des dirigeants politiques, Benjamin Netanyahou et son gouvernement, qui doivent prendre en considération les réticences dont vous avez parlé du président américain Donald Trump concernant l'Iran, mais aussi concernant le Liban, parce que je rappelle que tout a commencé par cette riposte israélienne sur la banlieue sud, le bastion du Hezbollah à Beyrouth, riposte à des tirs de Hezbollah sur des localités en territoire israélien. Pas uniquement sur des soldats déployés dans le sud Liban, mais sur des localités dans le nord d'Israël. Pour Israël, c'était inacceptable. Et on sait que pour les États-Unis, frapper Beyrouth, eh bien, c'était un petit peu la ligne à ne pas franchir, la ligne rouge à ne pas dépasser du point de vue de Donald Trump. Mais c'est ce qu'Israël a fait, d'où cette divergence de vue entre Washington et Jérusalem. Et c'est pas la première fois depuis cette séquence que l'on constate que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde concernant l'attitude à adopter face à l'Iran et face au Hezbollah au Liban. Trump croit encore à son accord, je ne suis pas parole, mais qu'on entende ça, qu'on voit ça, qu'on lise ça, parce que c'est tellement inouï. Trump fait presque l'éloge des dirigeants iraniens, après en avoir tué un certain nombre. Lisons ce qu'il dit à son sujet. Il parle du nouvel ayatollah, enfin nouveau guide suprême. Le nouvel ayatollah est plus jeune,
je pense, plus rationnel, blessé. Et il ajoute, il y a une forme de courage, il est gravement blessé, même assez gravement blessé. Il y a donc une certaine forme de courage. Beaucoup de gens, s'ils étaient aussi gravement blessés, ne parleraient pas. La déclaration est quand même fascinante. Il a tué son père, il a tué, je crois, sa mère, sa femme, etc. Et il dit, maintenant, voilà, on peut parler, quoi. Oui, effectivement, on ne peut pas dénier à Donald Trump un vrai discernement en comprenant que le fils est plus jeune que le père. Cependant, je pense que ça accrédite. Évidemment, il ne croit pas le premier mot de ce qu'il dit. Vous êtes sûr de ça ? Je le pense, oui, je le pense. Je pense que Trump, maintenant, il veut prendre sa paume, comme on dit au poker. C'est-à-dire que de toute façon, il a perdu. Si on dézoome un peu, moi, je pense que cette intervention a été légitime. Vous parlez comme Gérard Haro, donc c'est dire que le monde change. Mais non, parce que oui, sauf que peut-être contrairement à Gérard Haro, moi, il me semble que cette intervention américaine en Iran était légitime. Elle a échoué. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à perdre une guerre qu'on considérait juste. Mais maintenant, je pense qu'il veut s'arrêter. Et il est même prêt pour ça à dire du bien du nouveau guide suprême, ce dont, à mon avis, il ne croit pas un premier mot. Ça peut être une manière aussi d'essayer de le faire sortir de sa tanière afin de pouvoir le cibler, éventuellement là. Ou lui serrer la main ou le tuer. Oui, le guide suprême n'est pas aussi idiot que ça, franchement. Alors là, ça me paraît très naïf de penser ça de la part de Donald Trump. Venant de Donald Trump, je pense qu'on n'est pas à une naïveté près, mais non, pas donc, si vous voulez, on peut aussi lire cette déclaration du point de vue de ces Iraniens et de ces Iraniennes qui sont descendus dans la rue. Et vous regardez, haute déclaration de Trump qui va tout à fait dans votre sens et dans le vôtre, Anne, il dit « Je sais sans doute où il est ». Haute déclaration de Trump. Je sais, mais je le dirai pas, c'est ça. C'est toujours la flamme, toujours Jonathan Cohen. Je ne veux pas dire si je sais ou non où il se trouve, mais c'est comme il y a des fortes chances que oui. Exceptionnel. Alors là, oui, exceptionnel. Là, on est monté en grade. J'avais pas. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a l'autre hypothèse que réellement il veuille un accord ? Écoutez cette déclaration, où cette fois on peut l'entendre, et on comprend que Trump dit oui. Et d'ailleurs, il l'avait écrit dans sa stratégie nationale de sécurité. On peut traiter, y compris avec des régimes très opposés à nous, pour autant qu'on trouve une sorte de modus vivendi. Que pensez-vous du nouveau dirigeant suprême ? Voulez-vous le rencontrer ? Je n'ai pas envie de le rencontrer, mais je serai honoré. Et oui, on pourrait conclure un accord ensemble. On ne m'a pas beaucoup parlé de lui. Je n'ai pas suggéré de rencontre. Certaines personnes l'ont suggéré. Et si ça se produit, je serai respectueux. Est-ce qu'on revient au Trump réel politique il l'avait dit, comme Kissinger l'a fait avec la Chine, comme les Américains l'ont fait souvent avec des régimes même très différents d'eux, quand leur intérêt est en jeu, pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump n'est pas sur la même ligne que certains de ses prédécesseurs républicains, ceux qu'on appelait les néoconservateurs, qui voulaient instaurer la démocratie partout. En Afghanistan, l'idée c'était d'avoir un régime un peu social-démocrate. Oui, on a vu le succès. Donc Trump est lucide. Et effectivement, vous parliez de ce document sur la sécurité nationale américaine. Il est bien dit que on peut s'entendre avec des gens qui sont pas des démocrates, à condition que ce soit pas ou nos adversaires directs ou les adversaires, et encore a fortiori les ennemis, de nos alliés dans la région. Et en fait, c'est pour ça qu'ils voulaient faire tomber l'Iran. C'était pas pour le remplacer par un régime parlementaire à la suédoise, c'était pour essayer d'avoir un régime qui soit moins dangereux. Et dès lors qu'il n'y est pas parvenu, je pense qu'il se montre prêt à une forme de compromis. Je pense qu'on n'a jamais vu l'Amérique dans cet état, jamais. C'est un fiasco absolu, parce que non seulement il a perdu la guerre, non seulement il a abandonné le peuple iranien, qui était à la base la raison pour laquelle il disait avoir lancé cette attaque, mais en réalité, quand il va se retirer, il va laisser un Moyen-Orient pire qu'il ne l'était avant le 28 février. C'est-à-dire la dissuasion américaine par terre, tout ce qui devait être leurs alliés sur place avec leurs bases américaines, les pays du Golfe, très en colère et avec une tentation d'aller vers le Pakistan, vers la Chine, qui ne sont pas des démocraties suédoises, pour reprendre l'expression de Guillaume Roquette, et avec un Israël affaibli, et donc avec le risque iranien qui n'aura pas changé, et au final, un Liban, puisque là encore, il est au cœur de ce drame, un Liban qui va continuer avec le punching ball et rester
sous le joug des Iraniens. Et finalement, on ne sait plus, parce que les États-Unis, on a toujours dit, c'était le parapluie du monde libre. Ils peuvent mener 2 conflits majeurs en même temps. Ils n'ont pas été capables de venir à bout de l'Iran. Vous connaissez si bien le Proche-Orient. Est-ce que les gens de la rue éprouvent ça, c'est-à-dire cette idée que les États-Unis sont plus faibles qu'on ne le croyait? Les gens de la rue sont divisés au Moyen-Orient. Vous avez ceux qui pensent qu'il faut soutenir l'Iran, ou en tout cas applaudir le fait qu'il ait résisté, sans vouloir vivre sous le joug d'une dictature pareille, en disant oui, ils ont cassé l'Amérique, etc. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas ça finalement. Le but pour le Moyen-Orient, c'est de vivre en paix, de vivre en sécurité, ce que eux pensent soutenir. Mais derrière, vous avez tous ceux qui sont très contents qui étaient très contents de Trump en février, et qui disaient il va tout casser, il va nous débarrasser du Hezbollah, il va faire le sale boulot, il va casser l'Iran, la Perse, la grande Perse va être libre. Et ceux-là, eh bien aujourd'hui, eh bien, ils sont un petit peu pantois, parce qu'ils réalisent que non seulement il va les lâcher, les Iraniens n'ont pas été débarrassés de ce régime qui martyrise la région depuis 47 ans, pas seulement les Iraniens, et que finalement on n'a rien eu, et que les pays du Golfe ont été frappés, que Israël est en train de détruire le Liban, et que... Est-ce qu'il y a l'autre hypothèse, l'hypothèse plus favorable à Trump, qui est de dire au fond, il a tué, enfin les Israéliens plutôt ont tué 6 Noirs,